I had the original idea. I have very fond memories of developing that idea and working with Bert and Alan. We knew we were pioneering something new. Sometimes that was hard, and sometimes that was exciting. It's fun to talk about virtual music and Quest for Fame. It's 30 years since we started the company, so it's been a long time. The game is a little bit famous with some people because we really did invent some things that went on to be very influential. So I always say that virtual music, or at that time it was called Ahead, I always say that it was a critical success, but sort of an economic failure. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format vidéo, où nous plongeons à la fois dans la nostalgie et l'histoire oubliée du jeu vidéo. Installez-vous confortablement, détendez-vous et préparez-vous à un voyage fascinant à travers les années 90. Une décennie qui a marqué un tournant dans le monde du divertissement interactif. Il m'arrive parfois de découvrir des trésors oubliés en rangeant des cartons poussiéreux. Souvent, ces trouvailles évoquent un sourire nostalgique mais restent des souvenirs éphémères. Cependant, il y a des objets qui, en surgissant de nos archives personnelles, ravivent des souvenirs enfouis, nous transportant instantanément dans une époque révolue mais incroyablement joyeuse. Aujourd'hui, ce que j'ai entre les mains est bien plus qu'un simple artefact du passé. C'est l'un des premiers, si ce n'est le premier jeu PC musical rythmique avec accessoires au monde. Ce jeu emblématique a marqué une étape majeure dans l'évolution des jeux vidéo, combinant musique et technologie d'une manière novatrice pour l'époque. Dans cette période d'innovation exponentielle, de nouvelles formes de divertissement émergent, repoussant sans cesse les limites de ce qui est possible. C'est ici que notre récit commence, à une époque où l'innovation et la créativité donnaient naissance à des expériences de jeu inoubliables. Cette vidéo vous invite à explorer cette ère charnière en vous immergeant dans l'évolution des jeux vidéo et en découvrant comment une société, partie d'une simple idée, a réussi à révolutionner le lien entre musique et technologie interactive. Avant de nous plonger dans les détails fascinants de ce jeu révolutionnaire, remettons les choses dans le contexte pour mieux comprendre son impact et sa place dans l'histoire des jeux vidéo. Les années 90 marquent un tournant technologique majeur dans de nombreux domaines multimédia. Les consoles de salon règnent en maître dans le domaine vidéoludique, la guerre entre Sega et Nintendo bat son plein, l'âge d'or du jeu vidéo est en pleine expansion. Les ordinateurs personnels commencent à s'installer dans les foyers, mais cela reste un investissement financier important et bien souvent nécessitant des connaissances techniques avancées pour en profiter pleinement. L'arrivée de Windows 95 donnera un nouvel élan au monde informatique et ouvrira la porte au grand public avec son interface intuitive, une installation plutôt aisée, même s'il était loin d'être parfait. Les jeux vidéo sur CD-ROM se démocratisent, laissant nos disquettes à l'abandon, et les productions deviennent plus ambitieuses grâce à l'espace de stockage qu'amène ce nouveau support. C'est aussi l'arrivée des jeux de type Full Motion Video, ou FMV, des jeux intégrant des cinématiques ou éléments de gameplay filmés avec de vrais acteurs, comme au cinéma. Le tout dans des décors fictifs en 3D, donnant une immersion plus grande pour le joueur. On peut notamment citer les excellents Wing Commander avec la présence de Mark Hamill, Tex Murphy Detective, ou encore le jeu de course futuriste Mega Race. Mais une révolution commençait à se préparer. Nous sommes en 1992 aux États-Unis, plus précisément à Andover, non loin de la ville de Boston. Une société voit le jour, Ahead Inc., qui sera renommée ensuite Virtual Music Entertainment. Son idée ? Concevoir et produire des accessoires et logiciels de jeu. Il y a 30 ans, en novembre 1994, arrivait sur le marché américain Quest for Fame featuring Aerosmith. Fonctionnant avec la première guitare au monde à brancher sur son ordinateur, la Virtual Guitar. Dans son gameplay, le jeu utilisera les techniques de cette époque. Des décors fixes en 2D, incluant des éléments narratifs, et du gameplay capturé en vidéo avec de vrais acteurs. Ce qui sera révolutionnaire est le fait de pouvoir interagir avec le jeu, avec notre Virtual Guitar, le tout accompagné d'Aerosmith. Mais avant de vous raconter cette passionnante histoire du jeu vidéo, revenons un petit peu en arrière.
Quest for Fame se classe dans la catégorie des Rhythm Games, jeux de rythme. Vous avez probablement déjà entendu parler de titres emblématiques tels que Guitar Hero, développé par Activision, ou son concurrent direct Rock Band de la société Harmonix. Ces deux géants du genre ont dominé le marché pendant plusieurs années et ont connu une période de gloire relativement récente. Ils ont offert aux joueurs l'opportunité de se transformer en rockstar virtuels, jouant des riffs de guitare et des morceaux de batterie comme jamais auparavant. Ces jeux musicaux, alors ça a été vraiment... À l'époque, j'écoutais déjà, quand c'est sorti, j'écoutais déjà du rock et du métal. Et je me suis dit tout simplement, c'est génial, on va tester ça. Et quand je suis allée l'acheter, je crois que c'était le premier que j'ai testé, c'était Guitar Hero, parce qu'il y avait Guitar Hero et Rock Band. Quand j'ai vu la liste de titres à l'époque, j'étais une très grande fan, je crois qu'il y avait des Guns N' Roses et tout, je me suis dit, mais il faut que je teste ce jeu. Et l'avantage, c'est que ça m'a permis de découvrir d'autres morceaux en fait, que je connaissais pas forcément. Et puis après, comme tout joueur, j'aime essayer un peu à tout. Et notamment, voilà, j'ai pu essayer les jeux de rythme, les jeux musicaux, Guitar Hero, etc. Le premier jeu vidéo musical que j'ai connu, c'était Guitar Hero. Parce que quand j'étais au lycée, voilà, j'avais des copains qui jouaient à Guitar Hero. Et voilà, le jeu me paraissait un petit peu obscur, surtout que voilà, ils étaient très en mode Guitar Hero, alors que moi c'était un peu bizarre, j'étais là, je faisais la guitare à côté, mais ils étaient là, ouais non mais Guitar Hero, tu vois, Dragon Force et tout, j'étais là, ouais d'accord, enfin super, trop bien. Les jeux musicaux, mon premier contact, je pense que c'était peut-être... J'ai du mal à les répartir dans le temps, mais ça devait être soit un pote qui avait Parapaz the Rapper, ou peut-être Donkey Konga. Mais je pense que Donkey Konga, c'était peut-être un peu plus tard, c'était GameCube. Et puis le premier que j'ai eu chez moi, où je jouais pas chez des potes, c'était Guitar Hero, justement. Parce qu'en plus, c'était la période où j'avais commencé la guitare. J'avais une douzaine d'années, je pense, au moment où Guitar Hero 2 est sorti, quelque chose comme ça. Et donc j'ai attaqué avec le 2 et j'ai trouvé ça absolument génial, c'était super. Cependant, malgré leur succès, ces jeux ont peu à peu perdu de leur attrait. Les sorties incessantes et la saturation du marché ont fini par éroder leur popularité. À force de tirer sur la corde, celle-ci a fini par se rompre. Ce déclin a laissé un certain regret parmi les communautés de joueurs passionnés, dont je fais moi-même partie. Pour moi, ces jeux ne se sont pas contentés d'être des divertissements. Ils ont joué un rôle crucial dans l'élargissement de ma culture musicale rock et metal. Les heures passées à jouer m'ont offert mes premiers frissons de musicien, me permettant de découvrir et d'apprécier des genres musicaux qui m'étaient auparavant inconnus. Cette passion pour la musique a eu un impact profond sur ma vie, m'orientant vers ce que je fais aujourd'hui sur YouTube. Jouer et chanter du rock. C'est cette impulsion ludique qui m'a donné l'envie de m'impliquer davantage dans la musique et d'enrichir une culture musicale qui me manquait. Mais en réalité, quel est le tout premier jeu musical ? Si l'on peut le classer dans cette catégorie, le premier jeu musical serait Simon, sorti en 1978. Ce jeu inventé par Ralph Baer pour la société MB était un cercle avec 4 couleurs qui demandait de mémoriser et de reproduire une séquence lumineuse et sonore. L'appareil ajoutant une note supplémentaire au fur et à mesure de la progression. C'était globalement plus un jeu de mémoire, mais on pouvait se fier au son pour retenir les séquences. Les premiers essais de jeux vidéo mêlant l'univers de la musique remontent aux années 80. Un exemple emblématique de cette époque est Rockstar Ate My Hamster, sorti en 1988 sur ordinateur Commodore, Amstrad et Atari par Codemasters, la société également derrière le célèbre Micro Machines quelques années plus tard. Ce jeu se distingue comme un précurseur dans le genre des jeux musicaux. Il y avait un titre dont je n'ai pas encore parlé, mais c'est Rockstar Ate My Hamster, qui était un jeu sur lequel j'avais beaucoup joué. C'était un jeu un petit peu musical, puisqu'en fait, vous deviez suivre la carrière d'une rockstar en devenir. Donc, c'était sur Commodore 64. Et ce jeu m'avait énormément plu. Alors, ça avait fait un bid en France parce que c'était très anglais. Vous managiez un groupe. Il faisait des sortes de petits concerts. Mais ce concept-là m'avait déjà interpellé en disant, tiens, c'est vrai que c'est pas mal de suivre l'évolution d'un artiste. Mais après, à chaque fois, il y a eu des titres comme ça qui m'ont marqué musicalement. Malgré son ton légèrement irrévérencieux, Rockstar Ate My Hamster a su offrir une expérience divertissante pour son époque. Ce jeu textuel permettait aux joueurs de créer et de gérer un groupe de rock en orchestrant sa réputation, ses tournées et son succès. Bien que le format textuel puisse sembler rudimentaire comparé aux standards modernes, le jeu a été salué par la presse spécialisée pour son approche innovante et son divertissement captivant.
En offrant un aperçu précoce de la gestion d'un groupe musical, Rockstar Ate My Hamster a ouvert la voie aux futurs jeux de rythme et de musique, posant les bases pour les expériences immersives que nous connaissons aujourd'hui. En 1987, Nintendo a fait ses débuts dans le domaine des jeux musicaux avec Dance Aerobics. Ce jeu innovant utilisait un tapis recto verso connecté à la console, conçu pour suivre des cours d'aérobic, une activité très en vogue dans les années 80. Le tapis, équipé de différentes zones sensibles à la pression, permettait aux joueurs de suivre les mouvements de l'instructeur à l'écran en temps réel. Ce dispositif offrait une expérience interactive qui combinait exercice physique et jeux vidéo, ouvrant la voie à des concepts plus avancés dans le genre des jeux de rythme. Dance Aerobics a ainsi marqué une étape importante dans l'évolution des jeux musicaux, introduisant des éléments de gameplay physique qui seraient développés et perfectionnés dans les années suivantes avec des titres comme Dance Dance Revolution. Une autre initiative notable datant de 1990 fut le Miracle Piano Teaching System, un projet ambitieux lancé sur plusieurs consoles de l'époque dont la NES, la Mega Drive, l'Amiga, la Super NES ainsi que sur PC. Ce système révolutionnaire consistait en un véritable piano MIDI de 48 touches conçu pour se connecter directement à la console ou au PC. L'innovation majeure du Miracle Piano Teaching System résidait dans sa technologie. Le son était émis directement par le piano, permettant ainsi de l'utiliser indépendamment du jeu. Ce dispositif offrait aux utilisateurs la possibilité d'apprendre le piano avec des leçons intégrées, de créer leurs propres leçons et de jouer à des jeux éducatifs destinés à rendre l'apprentissage de l'instrument à la fois efficace et divertissant. Malgré son potentiel et les critiques positives des médias, le Miracle Piano Teaching System a rencontré un obstacle majeur, son prix élevé. Compris entre $299 et $419 selon le système, soit l'équivalent de 600 à 849 $ aujourd'hui. Ce coût prohibitif a limité son accessibilité et, malgré son accueil favorable par la presse, le produit a échoué commercialement. Il faudra attendre quelques années plus tard, jusqu'en 1996, pour qu'un certain Parappa the Rapper devienne un carton surprise sur la PlayStation 1. À ma modeste échelle, sur PS1, je pense évidemment à Parappa the Rapper, qui a, chez nous, a explosé, qui était... Développé par Nana Onsha, ce jeu au style visuel enfantin et aux personnages attachants a surpris de nombreux joueurs par son originalité et son défi, malgré un concept qui peut sembler un peu flou au départ. Dans Parappa the Rapper, vous incarnez Parappa, un jeune rappeur ambitieux qui rêve de devenir le meilleur au monde. Pour atteindre cet objectif, il rencontre divers protagonistes, chacun offrant des leçons et des défis pour l'aider dans sa quête. Bien que le jeu soit relativement court, avec seulement 6 niveaux, il propose un gameplay simple mais exigeant. Reproduire les séquences de boutons dictées par le personnage à l'écran tout en maintenant un rythme parfait. Le seul inconvénient notable est la nécessité de comprendre un peu l'anglais pour saisir pleinement les instructions et les dialogues. Cependant, cette contrainte est largement compensée par la rejouabilité presque infinie du jeu, les joueurs voulant sans cesse améliorer leur score et leur performance. La jouabilité, bien que simple en apparence, requiert une certaine dextérité pour réussir à suivre le rythme et obtenir les meilleures notes. Parappa the Rapper, ça m'a jamais autant frustré parce que, étant musicien, je comprends pas. Pourtant, le rythme, ça devrait. Mais c'est bon, c'est particulier. Des fois, où il faut être un peu en avance sur le thème ou j'en sais rien. Et moi, ça me frustrait. Enfin, du coup, j'arrive jamais à rien. Carrément, ouais, je l'avais acheté, je l'ai découvert à l'époque de la Play et je trouvais ça super. Après, tu vois dans le principe, mais j'y ai rejoué il y a pas longtemps. Alors, j'ai fait les deux. J'ai fait le remaster en PS4. Qui était sorti en Europe, je sais pas si non, il est pas sorti en boîte en Europe, il est sorti au Japon, mais je l'avais essayé là-bas. Enfin, j'avais essayé cette version-là, qui est beaucoup plus facile que la version Play. Et quand tu remets la version Play, mais première émission, tu mais comment je faisais pour être tout le temps au max, alors que là, tu galères avec à peine good ou moyen, tu vois. Parappa the Rapper s'est ainsi distingué comme une expérience ludique unique, mêlant rythme, défi et une touche d'humour, tout en restant un classique apprécié des fans de jeux de rythme. La société Nana Onsha a poursuivi son exploration du genre musical avec la création de Vib-Ribbon, un jeu innovant où les joueurs guident une figure en forme de corde à travers des niveaux générés dynamiquement en fonction de la musique, apportant ainsi une expérience de jeu unique. Après, Vib-Ribbon, c'est un petit jeu fil de fer, là c'est plus expérimental, mais mignon comme tout, et ça par contre c'est rigolo, voilà, c'est sympa. En plus de Vib-Ribbon, Nana Onsha a également développé
Jammer l'ami, où les joueurs suivent le rythme en tapotant les boutons de la manette pour aider l'ami, une joueuse de guitare en herbe, à réussir ses concerts et relever divers défis musicaux. La société a également lancé une suite à Parappa the Rapper pour la PlayStation 2. Bien que ces deux derniers n'aient pas rencontré le même succès que leurs prédécesseurs, ils ont contribué à enrichir l'univers des jeux musicaux. D'autres incursions dans le domaine des jeux musicaux ont également été bien accueillies. Donkey Konga, par exemple, a apporté une touche unique avec ses djembés, tandis que Samba de Amigo a introduit les maracas comme élément de gameplay. Donc, Maracas de Sega, ça aussi, j'y ai beaucoup joué à l'époque. Et c'était, j'en garde des bons souvenirs. Alors ça, c'est effectivement, on est plus vers les années 2000. Mais quand j'ai reçu les maracas et le jeu Samba de Amigo, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est pas mal quoi, comme concept. Les séries Guitar Hero et Rock Band ont marqué l'apogée du jeu musical avec leurs guitares et autres accessoires. La musique a aussi été exploitée sous la forme de danse, d'abord avec la série Dance Dance Revolution et son tapis directionnel. Plus récemment, Just Dance de la société Ubisoft a su captiver un large public en utilisant la détection de mouvement. Ce jeu connaît un immense succès mondial, avec des tournois organisés chaque année, soulignant l'engouement continu pour les jeux de danse. Just Dance, oui, bien entendu, avec Gina, ce danseuse connue, et voilà, qui représente Just Dance comme de manière parfaite, élément fort. Et l'importance des jeux comme Just Dance, c'est le côté où ça rassemble en fait. C'est très festif, c'est très communicatif. C'est-à-dire que quand j'étais notamment à la dernière Paris Games Week, tu passes devant le stand justement où il y a Gina et son équipe qui font une représentation sur le jeu. On voit tout le public, on voit une grosse partie du public qui sont devant la scène et qui participent, qui dansent. Enfin, vraiment, il y a cet élan de participation, c'est très communicatif. Et c'est là où on voit le pouvoir qu'a la musique, justement, dans notre société. Et c'est chouette de pouvoir utiliser le jeu vidéo pour en profiter, quoi. Même si les jeux musicaux à domicile ont permis aux joueurs de vivre des expériences rythmiques uniques dans le confort de leur foyer, les salles d'arcade ont également joué un rôle crucial en offrant des expériences interactives et immersives, apportant une nouvelle dimension à la culture vidéoludique. Les salles d'arcade représentaient un autre âge d'or dans l'histoire du jeu vidéo. Un univers où certains titres étaient tout simplement inconcevables dans un cadre domestique, en raison de la complexité de leurs machines. Ces lieux emblématiques étaient le sanctuaire idéal pour explorer des jeux inédits et des expériences interactives réservées exclusivement à ces espaces. La grandeur et la sophistication des équipements d'arcade, souvent hors de portée pour un usage résidentiel, permettaient des défis et des sensations uniques. Les bandes d'arcade offraient ainsi un éventail de jeux que la démesure et la technologie avancée des machines rendaient impossible à recréer à la maison, faisant de chaque visite une aventure inoubliable et une immersion totale dans le monde du jeu vidéo. Le peu de fois où j'y allais, c'était, t'avais tes 10 francs, hein, t'avais ta piécette, là, tu te dis, bon, laquelle je choisis, à laquelle j'accorde mon argent de poche. C'est dans ces salles d'arcade japonaises, à la fin des années 90, que sont apparus les premiers Rhythm Games, avec Konami en tête de file grâce à sa série emblématique Beatmania, lancée en 1997. Pour avoir eu Beatmania à l'époque, et je me dis bon ouais c'est cool, mais tu vas y jouer 3 fois et après c'est tout, parce que le commun des mortels, quand toi t'es en tant que geek, y a pas de souci. La personne qui va venir pour jouer avec toi, il va pas savoir faire, il va pas s'en sortir. Le système de rythmique, c'était assez compliqué au départ. C'était spécial parce que tu vois, là, il y a, chez nous, je crois qu'on a eu qu'un seul Beatmania normalement. Au Japon, t'en as, ouais, c'est ça, au moins, ouais. J'en ai déjà 4-5, moi, de mon côté. Beatmania offrait une expérience sans précédent pour les amateurs de musique et de rythme. Si vous aviez toujours rêvé de vous glisser dans la peau d'un DJ, cette machine était la réalisation ultime de ce rêve. Konami a mis les petits plats dans les grands avec une platine de scratch authentique, 5 boutons bien positionnés et une interface à la fois efficace et intuitive. Le jeu a marqué le début d'une frénésie pour les jeux de rythme avec accessoires, transformant l'arcade en un terrain de jeu vibrant de créativité musicale. Fort du succès rencontré par Beatmania, Konami a rapidement capitalisé sur cette tendance en lançant l'année suivante
Pop & Music. Ce jeu introduisait une nouvelle dimension au genre avec ses 9 boutons ronds, offrant une approche visuelle et ludique contrastant fortement avec l'esthétique brute et sérieuse de Beatmania. Malgré son apparence plus enfantine, Pop & Music demandait une maîtrise technique et une dextérité impressionnante pour jongler avec l'ensemble des boutons et réaliser des performances de haut niveau. Ces innovations ont ainsi posé les bases d'une nouvelle ère dans les jeux de rythme, où l'interaction physique et la précision sont devenues essentielles pour une expérience musicale immersive. En 1999, la révolution des jeux d'arcade a franchi une nouvelle étape avec l'arrivée de Guitar Freaks et Drum Mania, 2 titres emblématiques développés par la société Bemani et produits par Konami. Ces jeux ont introduit des accessoires emblématiques, la guitare et la batterie, qui ont captivé les joueurs grâce à leur mélange d'efficacité, d'addiction et de défi. Véritables avaleurs de pièces, Guitar Freaks et Drum Mania ont rapidement gagné en popularité en offrant une expérience immersive où la précision était primordiale. À l'instar des jeux de tir en défilement vertical, les shoot 'em up, le scoring dans ces jeux était crucial, chaque joueur visant à enchaîner les notes parfaites pour maximiser son score et dominer les classements. Parallèlement, Jammer Lamy a également fait son apparition dans les salles d'arcade la même année avec une borne distinctive qui se démarquait par son design coloré et ludique. La borne, fidèle à l'esthétique du jeu, affichait des graphismes vifs et des illustrations de Lamy, la guitariste en herbe, offrant une interface amusante et engageante pour les joueurs. Son impact et sa popularité ont été plus modestes par rapport aux géants du genre. Néanmoins, Jammer Lamy a contribué à enrichir la diversité des jeux musicaux disponibles en arcade, permettant aux joueurs de découvrir des expériences variées dans cet univers en pleine expansion. Guitar Freaks et Drum Mania auront même le privilège de sortir sur la PlayStation 1 au Japon exclusivement, accompagné d'un bundle inédit comprenant la toute première guitare et la première batterie jamais proposée pour console. Petite guitare, et c'est rigolo parce qu'il y a même l'image de la borne dessus, et je trouve ça génial, quoi. Fameuse petite guitare. C'est pour ça que je trouve ça rigolo, mais ça, on n'en entend pas tant que ça parler. Pas arrivé jusque chez nous en plus, hein. C'est resté qu'au Japon, donc... Ukulélé. Cette offre spéciale permettait aux joueurs de s'amuser directement chez eux avec des accessoires conçus pour reproduire fidèlement l'expérience de l'arcade. C'était le début de la Rhythm Games Mania, une véritable frénésie pour les jeux de rythme qui s'est répandue avec une intensité croissante. Cependant, malgré la dextérité requise pour maîtriser ces machines, une partie essentielle du corps restait encore inexploitée. Les jambes. Konami a alors marqué un tournant décisif en 1998 avec le lancement de l'indémodable Dance Dance Revolution. Ce jeu innovant a introduit un tapis de danse interactif permettant aux joueurs de s'engager pleinement dans le rythme en utilisant leurs pieds pour suivre des séquences de danse au lieu de simplement manipuler des boutons. Dance Dance Revolution a rapidement connu un succès phénoménal, donnant naissance à un nombre incalculable d'itérations aussi bien en arcade que sur console, et a véritablement révolutionné l'approche du jeu de rythme. Bien que les tapis de danse destinés aux consoles soient souvent de qualité inférieure à ceux des bonnes d'arcade, ils ont représenté une première avancée majeure vers une accessibilité accrue des jeux de rythme. Ces accessoires ont permis à un public plus large de découvrir l'expérience immersive des jeux de danse. Mais une chose est sûre, que ce soit sur console ou en salle, compléter certains morceaux aux rythmes effrénés restait un défi considérable, nécessitant une souplesse et une condition physique exceptionnelle pour suivre les séquences exigeantes avec précision et endurance. Face à l'engouement mondial pour les jeux de rythme dans les salles d'arcade, il était inévitable que cette tendance trouve sa place dans nos salons, propulsée par les avancées technologiques des consoles de jeux. Cette transition décisive vers les jeux musicaux à domicile a été grandement facilitée par le studio Harmonix, pionnier dans l'innovation de ce genre. Grâce à leur expertise et à leur création novatrice, Harmonix a permis aux joueurs de vivre l'expérience immersive des jeux de rythme depuis le confort de leur foyer, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'évolution des jeux musicaux. Fondé en 1995 par Alex Rigopoulos et Eran Egozi, 2 anciens employés du MIT, Harmonix est né de leur ambition commune de fusionner leur passion pour la musique et la technologie. Well, I guess for a while we were really the only people crazy enough to try to make music games happen in the US. I mean, music games appeared in Japan in the late 90s and no one was really doing it here, and Harmonix decided, it just inspired us and we devoted ourselves to it, and we spent years and years and years trying and failing, and then finally at the end of, 10 years or so, things finally came together for us and then it all exploded here finally. Right, and I mean the company got started in 1995, so it's been 14 years now. We actually knew, Harmonix also was in Cambridge, and we knew all those guys. And at the time, we started before they did. I think they probably started around 98 or so, after Quest for Fame. And they originally were doing more like DJ games, not
rock and roll guitar games. So we actually knew, Guitar Hero was done by Harmonix, and we actually knew those guys, right? So Alex actually sent us a resume. He wanted to come and work at Virtual Music, and we just weren't financially able to hire people at that time. So En 1997, le studio lance son premier jeu, The Axe, malgré leur manque d'expérience dans le domaine du jeu vidéo. Conçu comme un jeu de création musicale jouable à la manette ou à la souris, The Axe promettait une expérience innovante sur le papier. Cependant, il s'avère être un échec commercial retentissant avec à peine 300 exemplaires vendus. for the longest time, they were trying to do something very different, right? The original Harmonix product had a joystick input. It's a good idea. It's an automatic composition. But I'll tell you what, like no one has ever been able to make that work. Even if you look at the current sort of AI-based music composition, it's just, I don't know, it just doesn't really work. I mean, I don't know. I guess it's good enough if you're just trying to make like, elevator music or something. But so they were basically trying to do an impossible task, right? They had an automatic composition engine, and you would give it 2 parameters, right, with the joystick. And then, but we would see them all the time at trade shows and stuff. And, we liked them. I mean, they were smart guys and, Face à la menace de faillite, Alex Rigopoulos et Eran Egozi persistent et décident de se rendre au Japon pour présenter leur jeu à des investisseurs potentiels. Bien que cette tentative ne mène pas à des résultats concrets, leur voyage s'avère instructif. Ils découvrent la montée en popularité des jeux de rythme dans les salles d'arcade et prennent conscience que les joueurs ne cherchent pas simplement à créer de la musique, mais à s'immerger activement dans les morceaux de leurs artistes préférés. Cette révélation sera cruciale pour l'avenir d'Harmonix. De retour à Boston, ils se mettent à l'œuvre sur 2 projets majeurs pour la console PlayStation 2 de Sony, Frequency en 2001 et Amplitude en 2003. Frequency propose un gameplay innovant où les joueurs doivent jongler avec plusieurs pistes musicales simultanément, utilisant la manette pour ajuster et synchroniser les éléments de la musique. Amplitude, son successeur, affine cette formule en élargissant le nombre de pistes et en introduisant des mécanismes de jeu plus complexes, offrant un défi encore plus grand pour les amateurs de jeux de rythme. Ces titres, bien que basés sur des concepts simples, se révèlent particulièrement difficiles à maîtriser, mettant à l'épreuve les compétences des joueurs en rythme et en coordination. Leur succès critique permet à Harmonix d'établir un premier contact avec Konami, une collaboration fructueuse qui donne naissance à Karaoke Revolution Party. Ce titre, ancêtre du célèbre SingStar de Sony, marque le début de l'ère des jeux de karaoké interactifs. Le succès commence à se dessiner pour Harmonix, qui développe 3 volumes de Karaoke Revolution entre 2004 et 2005, consolidant ainsi leur position dans l'industrie des jeux musicaux. C'est alors que la société Red Octane, spécialisée dans la fabrication de matériel musical et de joysticks pour arcade, entre en scène. Reconnaissant le potentiel révolutionnaire d'un jeu de rythme basé sur une guitare, Red Octane contacte Harmonix pour concrétiser cette vision. But a company called Red Octane were making plastic devices for Konami rhythm games. And they wanted to make a plastic guitar. And they needed a game to go with their plastic guitar because that wasn't what Konami was doing. And so they reached out to Harmonix. At this point, we were no longer around, right? Guitar Hero comes out and everybody's amazed. Anyway, Red Octane had called Harmonix and said, we need somebody to make us a game that involves a guitar because we want to make these plastic guitars. And so they hired Harmonix to do it. Red Octane owned it. It was Red Octane's product. And our take on it was that Harmonix took a little bit of Quest for Fame and a little bit of Beatmania, and we put it together, and it was a winning combination. En 2005, Guitar Hero voit le jour, et le succès est immédiat, phénoménal et mondial. Ce jeu transforme l'expérience de jeu musical, offrant une immersion sans précédent dans l'univers du rock. Guitar Hero, quand c'est arrivé, l'inverse en fait, c'était super facile. Les gens, c'était des musiques qui parlaient à tout le monde. Et du coup, en fait, ce qui fait que je crois que c'est ça qui a lancé. Vraiment, c'est le fait d'avoir des musiques. Le père, il pouvait l'acheter. Enfin, voilà, le papa, il l'achetait pour son fils, et lui, il avait ses propres musiques. Quoi. Il disait, mais attends, il y a mon rock d'époque, tu te rends compte? Et en fait, il s'y intéressait, et ça a cartonné comme ça. Nous, quand on l'a eu dans les mains la première fois, on a passé en se disant, on va l'essayer vite fait, ça va être sympa. On a passé la soirée, limite la nuit dessus la première fois, et à chaque fois je le relançais, tu vois, arrivé chez moi, je l'ai acheté et j'y jouais régulièrement, je faisais, et je trouvais ça super. Et les clients, c'était ça. T'avais le gamin qui voyait ça, qui disait, regarde papa, t'as vu? Il regardait derrière, le père au début pas super emballé, et quand il voyait les groupes s'enchaîner comme ça, il se disait, mais ah ouais, si, c'est pas mal quand même. Et c'est vraiment ce qui a lancé. Et après, quand t'avais les suivants,
les gens, ils achetaient même pas forcément le jeu seul. Ils achetaient la deuxième guitare, du coup. Pour dire que le père, il allait jouer avec le fils, tu vois. Et on le voyait en magasin parce que c'était pas forcément le gamin qui venait avec son argent de poche acheter son jeu. C'était le père qui venait et puis qui prenait l'accessoire avec la guitare. Et puis le gamin qui était merci papa, tu vois. Mais dans limite, le père, tu te dis, bon, bah lui, c'est papa qui va jouer, c'est pas l'enfant. Quand j'allais chez des potes et que eux jouaient à Guitar Hero, c'était ce truc-là qui m'intéressait. Alors, Guitar Hero ou d'autres jeux avec des guitares, c'était le côté décalé. C'est-à-dire, en fait, voilà, c'était du scoring. On était tout simplement sur une notion de score comme ça existait à l'époque de Space Invader. Tous ceux qui ont joué ont eu cette attitude face à leur télé, la guitare, et à la fin, quand tu réussis à faire un sans faute, t'es en mode, t'as le public, t'as le faux public derrière, en mode... C'est génial, voilà, t'es trop fier et t'as l'impression de faire partie d'un groupe, l'espace d'un instant, c'est excellent. Moi, me concernant, je sais que notamment avec la guitare, je la prenais pas comme tout le monde, j'avais plus tendance à la poser, voilà, à faire en sorte de pouvoir utiliser les touches voilà, de la manière la plus optimale, parce que à cette époque-là, comme tu l'as très bien souligné, il n'y avait pas vraiment de solutions alternatives, et il n'y avait pas non plus autant d'informations autour de ça, comme des associations, etc. L'association jeux vidéo avec la musique que j'aimais, ça a été super. Le fait de pouvoir jouer à plusieurs aussi, parce que je crois qu'on pouvait mettre... je crois que c'est venu par la suite, l'association basse guitare ou deux guitares, je sais plus. Retrouver cette cohésion au final avec des gens qui à la base n'aimaient pas forcément ça, ou des gens même qui faisaient partie de groupe, et je sais que les guitaristes ont eu beaucoup de mal à s'adapter à cette fameuse guitare à quatre boutons là. Mais voilà, je sais pas, ça m'a immédiatement plu cette association jeu, rock, métal, et le fait de pouvoir partager ça en plus avec d'autres personnes, c'était juste voilà, excellent. Cependant, ce succès ne passe pas inaperçu chez Konami. Le géant japonais, créateur de Guitar Freaks, un jeu d'arcade mettant en avant une guitare en plastique, se sent lésé par la similarité entre ses créations et Guitar Hero. Konami engage alors une action en justice contre Harmonix et Red Octane, alléguant que Guitar Hero constitue un plagiat de son jeu Guitar Freaks. Le litige se concentre sur les ressemblances entre les deux jeux en termes de gameplay et de matériel de jeu, et Konami réclame des dommages et intérêts pour violation de droits de propriété intellectuelle. Alex Rogopoulos and all those people deserve everything they got and created. They did great things. Harmonix was just timed perfectly for they were coming out when the platforms were more capable. And Al and our company was burning out by then. And I think they finally realized, you know what? We should just do what those guys are doing. And then once they did that, they succeeded. Yeah. And it was so funny that like their first star vehicle used Aerosmith. Okay, well, you might as well copy everything. Malgré ces tensions juridiques, Red Octane continue d'évoluer et est rapidement acquis par Activision pour $100 millions. Harmonix, quant à lui, est racheté par MTV, marquant un tournant dans son histoire. But then what happened to them was they didn't own it. Red Octane owned it. Activision bought Red Octane. So now Activision owned it. And so then, I think Harmonix made one game for Activision maybe, and then Activision fired them. And Harmonix, Harmonix, I really have tremendous respect for them because they went on and they made Rock Band. And Rock Band was better than Guitar Hero. They made it multiplayer. They made multiplayer work. They made some really great games. The Beatles game, they made it better. So they took something that could have really killed the company, getting fired from Guitar Hero, and they came back and made a big success. So I have tremendous respect for them. Après le succès des 3 premiers opus de Guitar Hero, les numéros 1, 2 ainsi que Rock the 80s, Activision décide de conserver cette licence. Harmonix, pour sa part, se lance dans la création de son propre concurrent direct, Rock Band. En ajoutant un micro et une batterie en plus de la guitare, Rock Band élargit l'expérience de jeu musical et établit de nouveaux standards dans le genre. Ces deux licences, Guitar Hero et Rock Band, cohabitent avec succès pendant plusieurs années, contribuant de manière significative à la popularité des jeux de rythme. Guitar Hero, je le jouais chez des copains, et on m'a dit « Ah ouais, attends, essaye ça, tu vas voir, t'es guitariste, ça devrait te parler. » Et en fait, je bitais rien du tout à ce qui se passait. C'est extrêmement simplifié, mais du coup, c'est la force de ce jeu, puisque ça reste... c'est un jeu grand public, donc... Je pense que Guitar Hero a vraiment beaucoup participé à
à ma culture rock, tu vois, et métal global. Il y a beaucoup de gens aussi à l'époque qui disaient ouais, mais tant qu'à passer du temps sur Guitar Hero, autant jouer de la vraie guitare pour vraiment progresser ou quoi. Alors que non, en fait, pour moi, c'était du temps de jeu que j'aurais fait de toute manière parce que je bossais la guitare, ça m'empêchait pas de bosser la guitare, quoi. Sauf que ça me permettait de transformer mon temps de jeu en trucs rigolos qui me permettaient quand même de bosser comme des déliateurs, parce qu'en fait, Guitar Hero, quand tu joues en extrême, bah, mine de rien, tu vois, ça va vite et la coordination main droite, main gauche, elle est importante. De bosser le rythme aussi, parce que ça reste un jeu de rythme à la main droite, et en plus d'élargir ta culture, parce qu'à l'époque, t'avais beaucoup moins Internet, t'avais pas toutes les playlists et compagnie, t'avais pas de plateforme de streaming en fait. Donc pour découvrir des groupes, c'était pas si facile qu'aujourd'hui. Et donc forcément d'avoir, tu vois, dans un jeu, t'avais je sais plus combien, des dizaines et des dizaines de morceaux trop cool. Tu vois, moi, à Kansas à l'époque, tous ces trucs-là, j'ai découvert Anthrax, Kansas. Évidemment, t'avais des trucs aussi vachement plus obscurs et j'ai fait une bonne partie de ma culture à l'époque avec Guitar Hero 2, Guitar Hero 3, Legend of Rock, Rock the 80s, les extensions qu'il y avait et tout, c'était vraiment, j'adorais ça, quoi. Et au final, il y a quand même un certain esprit de rythmique derrière. Je trouvais que on pouvait retrouver il y avait quand même une certaine cohérence, et je trouvais ça bien de voir ça dans le grand public, parce que c'était pas quelque chose qu'on voyait forcément à l'époque, même encore un peu maintenant. Je me disais, ça peut développer un certain intérêt pour cette musique-là, donc voilà, j'étais de suite excitée à l'idée de jouer à ça. Voilà, je l'ai fait pendant des années. It was 2005, 2006. The PlayStation 2 was out, or it wasn't even 3, it was at least 2. But so there was a platform that totally had the horsepower to do this. Leur influence est telle que des titres comme DJ Hero, DJ Max et la série des Taiko Drum Master n'auraient probablement pas vu le jour sans leur succès précurseur. Cependant, à partir de 2010, l'engouement pour ces jeux commence à faiblir. Le marché saturé et les changements dans les préférences des joueurs contribuent à une diminution progressive de sa popularité. En fait, dans les jeux vidéo, c'est toujours cyclique. Et donc, il y a comme ça, c'est des cycles dans les jeux vidéo. Et là, c'était effectivement de la convivialité. Donc, à un moment donné, c'est vrai que c'était des jeux très conviviaux qu'on joue entre potes. Mais les potes vieillissent, ils commencent ensuite à s'installer dans la vie active. C'est vraiment une période, entre guillemets, d'un segment d'une vie qui va marquer toute une génération parce que voilà, les gamins vont grandir ensemble, ils vont suivre les évolutions. Mais à un moment donné, voilà, ça va pas forcément intéresser une nouvelle génération parce que le petit frère s'intéressera à d'autres jeux. On le voit, hein, l'histoire de l'industrie des jeux vidéo n'a été que cela en permanence. Hein. Il y a toujours eu des révolutions, des changements. On parle maintenant des shoot 'em up. Les shoot 'em up, c'était le standard phare dans les années 80. Maintenant, ça a complètement, ça existe toujours, mais ça a complètement perdu de son sens pour beaucoup de personnes. En fait, au bout d'un moment, t'as Guitar Hero 1, Guitar Hero 2, Guitar Hero 3. Bon, oui, ok, à chaque fois, il s'améliore. On va dire que t'as de la musique pour un peu tout le monde. Après, ils te montrent un Beatles, ils te montrent un spécial ACDC, ils te mettent un spécial ceci, un spécial cela. T'arrivais, nous, on le voyait, les gens, après, c'était pas forcément le premier. Oui, ça a cartonné. Après, petit à petit, les gens, ils venaient plus. Tu vois, en se disant, non, c'est bon, les guitares, tu commences à les rentrer parce que pour eux, il y avait plus de nouveau en soi. C'était juste, de l'add-on, en fait. En gros, pour eux, c'était comme si c'était un add-on, et ouais, mais j'ai pas envie de mettre que du Beatles ce soir, j'ai pas envie de mettre que ça. Donc, il y avait ce côté, je pense, un peu lassant. Et les gens laissaient tomber en se disant, mais non, il y a trop. On commençait à rentrer des guitares, mon Dieu, à plus savoir qu'en faire. Tu pouvais caler des meubles avec les guitares, tu refusais tu refusais le pack complet parce que non, la batterie, tu vas pas pouvoir la mettre parce que le gars, il est pas dans le carton. Donc, non, si on commence comme ça, on va se retrouver dans le magasin, on va être rempli. Et ça, il y en a énormément qui sont partis à la poubelle, je pense. En 2015, Activision tente un dernier coup de maître avec Guitar Hero Live, une réinvention de la série qui introduit un nouveau contrôleur et un mode de jeu en direct avec des vidéos de concerts réels. Malgré les qualités du titre et les innovations qu'il propose, les ventes ne répondent pas aux attentes de l'éditeur, mettant ainsi un terme à cette licence emblématique. De son côté, la série Rock Band s'achève également avec Rock Band 4 en 2015, bien que ce titre ait cherché à revitaliser la franchise avec de nouvelles fonctionnalités et un large catalogue de chansons. La fin de Guitar Hero Live et de Rock Band 4 marque la conclusion d'une ère pour les jeux de rythme, laissant derrière eux un héritage indélébile dans l'histoire du jeu vidéo. Aujourd'hui, les jeux de rythme sur console sont devenus rares, leur popularité ayant migré vers d'autres plateformes. Sur mobile, des titres comme Beatstar continuent de captiver les amateurs de musique avec des expériences adaptées aux écrans tactiles. La réalité virtuelle a également pris une place importante avec des jeux tels que Beat Saber, qui se distingue par son gameplay exigeant mais excellent,
offrant une immersion totale dans la musique avec des sabres laser lumineux. Beat Saber, il y a des gens qui l'utilisent comme moyen de faire une séance de sport, hein. Donc tu commences, genre tu fais le truc simple, mode easy, tu fais ok, bon, ça va, je m'ennuie un petit peu, tu montes un cran, ouais, c'est sympa, tu montes d'un cran, tu fais ah, ça commence à être sportif, tu remontes d'un cran, tu fais wow, et tu montes un cran encore au-dessus, tu fais c'est pas possible, là, il faut être martien pour y arriver avec 3 bras, enfin voilà. Et non, il y a des gens qui s'entraînent, qui sont des fous furieux là-dessus, et c'est très très physique, donc dans ce sens-là où je me dis, le genre jeu musical tel qu'on l'a connu là il y a quelques années, effectivement, lui, il est peut-être sur le déclin, mais il y a peut-être d'autres jeux qui arriveront et avec des nouveaux concepts. Même de manière générale, la culture de l'accessoire a un peu disparu aussi. Enfin, il n'y a que le VR qui potentiellement est un des derniers accessoires qu'on rajoute à une console je pense au PSVR 2. Et là-dessus, c'est là où on se dit les consoles de jeux qui avant avaient tout un tas d'accessoires, le pistolet ou après les fameux accessoires musicaux. Ça reviendra peut-être. Des fois, ça peut être cyclique. Il y a peut-être des choses qui reviendront. En outre, Rocksmith Plus d'Ubisoft propose une approche ludique pour apprendre à jouer de la guitare, en intégrant des leçons interactives et des morceaux populaires. Il convient également de mentionner Project Diva, un jeu de rythme emblématique qui a fait son apparition en 2009 sur la PSP de Sony et également en arcade. Ce jeu met en scène Hatsune Miku, une chanteuse virtuelle issue du logiciel Vocaloid. Comme dans d'autres jeux de rythme, le gameplay repose sur la capacité du joueur à suivre le tempo musical. Le joueur doit appuyer sur les boutons lorsque des icônes flottantes grises apparaissent au-dessus d'icônes colorées, en synchronisation avec le rythme de la musique. Project Diva se distingue par son approche visuelle unique et sa capacité à capturer l'essence des performances de Hatsune Miku, offrant une expérience immersive pour les fans de musique virtuelle et de jeux de rythme. Avec la montée en puissance des technologies immersives et une audience toujours avide de nouvelles expériences interactives, il est probable que les jeux musicaux connaissent un retour un jour ou l'autre, réinventés, pour captiver les générations futures tout en ravivant la passion des anciens fans. Maintenant que vous avez un aperçu approfondi de l'évolution des jeux de rythme et de leur impact sur l'industrie vidéoludique, il est temps de découvrir un titre qui, bien que souvent sous-estimé, a joué un rôle déterminant dans la manière dont les jeux musicaux ont évolué, Quest for Fame. Ce jeu, souvent méconnu, a été un pionnier en introduisant des éléments novateurs qui ont ouvert la voie aux expériences interactives musicales que nous connaissons aujourd'hui. Explorons comment Quest for Fame a marqué un tournant dans le genre des jeux musicaux, en posant les bases pour les développements futurs. Quest for Fame est un jeu de rythme captivant dans lequel vous prenez les rênes d'un jeune guitariste ambitieux, déterminé à réaliser son rêve ultime, devenir une star du rock et jouer aux côtés de son groupe préféré, Aerosmith. Ce titre vous plonge dans un voyage musical où chaque performance vous rapproche de cet objectif prestigieux. L'action de Quest for Fame se déroule dans la ville fictive de West Feedback, et tout commence dans votre propre chambre. Vous êtes guidé par Lloyd, un mentor virtuel qui communique avec vous à travers la télévision et fait des apparitions tout au long de votre aventure. Hey, if it ain't the kid with the guitar! Dès le début, Lloyd vous encourage à allumer la chaîne Wi-Fi et choisir votre premier morceau d'Aerosmith, vous lançant avec enthousiasme « Branche ta guitare et vas-y mec !» Armé de votre Virtual Pick, vous débutez votre première performance, apprenant les bases du jeu tout en vous immergeant dans l'expérience. Au fur et à mesure que vous maîtrisez chaque morceau, vous progressez à travers divers modes de jeu, passant de la chambre au garage où vous formez votre premier groupe. Votre parcours vous mène ensuite à des scènes plus grandes jusqu'à l'apothéose ultime, jouer en direct avec Steven Tyler et les autres membres d'Aerosmith devant une foule en délire qui applaudit chaque note. Visuellement, Quest for Fame se distingue par une combinaison innovante d'éléments 2D pour les décors, de séquences en dessin animé et de vidéos en full motion vidéo avec de véritables acteurs, y compris les membres d'Aerosmith. Ces séquences ont été filmées sur fond vert et intégrées au jeu, créant ainsi une expérience immersive et captivante. All the animation, we worked with actual cell animators, like working on cells, hand-drawn. And we knew if we worked with cell animators, we knew what we could get. We worked with this wonderful background painter named Barry Jackson, but he and his studio did these just amazing background paintings of all the scenes of the game. And then we set up an animation studio, and our head animator was a guy named Dave Wasson, who's gone on to do a lot of things. And if you look him up, you'll see his style. The cartoon characters, the animated cartoon characters are his style. Yeah, hi, my name's Jason Ebbs, aka Toby. I played the guitar player Toby in the band. It was the very first. I mean, it was early days of green screen.
And, you know, I saw it once Guitar Player came, or whatever the one was after that. I just remember going, man, we were so ahead of our time. It was so interesting on the set because it was just a green screen and nobody had really seen green screens before. It was pretty, you know, that was pretty new. And they had little wires that we couldn't go outside of, gave us our foundation so we could dance around in a certain area, but we couldn't go outside of this area. And if we did, they'd go, cut. Hi, I'm Lisa Freeman. I'm Sheila today. I had the pleasure of playing Sheila in the game. It's hard to pretend like you're rocking out, no one there, and you're just in front of a camera, and then you are confined to an area with a screen, and I'm supposed to look like I'm rocking out on stage, but I can only move my arms so much. I remember it was a big sound stage. We were in a big warehouse, rocking out in front of the screen screen. Very strange. Le jeu vous transporte à travers divers lieux emblématiques, de votre chambre au célèbre Humongo Dome, en passant par le Roadkill Grill, un petit club où vous aurez l'occasion de croiser Tom Hamilton et Joey Kramer. Vous vous rendez également au studio d'enregistrement où Aerosmith supervise vos performances et guide votre progression vers la célébrité. Tout au long de votre aventure, vous rencontrerez une galerie de personnages mémorables qui enrichissent l'expérience de Quest for Fame. Vous serez guidé par Lloyd, votre mentor électrique, et vous formerez votre premier groupe avec Mark, Toby, Titi et Sheila. No Cheat Charlie, votre agent, vous aidera à naviguer dans le monde de la musique, tandis que Chop Felton, le redouté roi de la guitare à West Feedback, vous mettra à l'épreuve avec son aversion pour les nouveaux venus. Vous croiserez également les vétérans du Chicago Blues, Ace Main, ainsi que Snooki, le propriétaire du Jux Joint. Chuck, le producteur d'Aerosmith, jouera un rôle clé dans la supervision de vos performances. Et bien sûr, vous aurez la chance de rencontrer les membres d'Aerosmith. Cependant, le jeu présentait un défi de taille, avec une difficulté croissante au fil des niveaux. D'ailleurs, Bert Snow, le game lead designer, a un message pour vous à propos de cette difficulté. I apologize for that. At that time, in the 1990s, computer game design for complex games like we were making hadn't been done before. And so we and everybody else were making it up. We were inventing it as we went along. And we didn't know some of the things that now a game designer starting today understands about difficulty. And we were musicians. And I remember in the higher, like some of our programmers were very intense musicians. And so they wanted to make it really hard in the upper levels to win, because that was part of how many computer games were made at that time. They got really hard. For that reason, I think during that period, computer games were not as popular, because in a way, we were making really hard computer games for people who really liked to play them and were willing to put in a lot of time to learn them. I argued for making the parts a little easier. And they used to joke with me, because you can see I'm actually a bass player. So my friends would, well, that's just because you're a bass player. You can't play those hard parts. So I think our goal was to try and make it so that just about anyone could get through the whole game using the beginning level, because we had 4 levels for each song, right? But we wanted to make it challenging enough on the high levels so that you would go back and play it more frequently. So Bert did most of the sort of tuning on the music difficulty, right? He would work with the musicians to get the parts easy enough and challenging enough. And I think he did a good job, yeah. Mais au fait, vous ne connaissez pas Aerosmith ? Qui d'autre que Richard de la chaîne Dans mes cordes pour vous les présenter ? Je vous raconte maintenant l'histoire 100% sexe, drogue et rock'n'roll d'Aerosmith. C'est parti. Aerosmith, c'est un noyau dur formé du chanteur Steven Tyler et du guitariste Joe Perry. Steven va le voir et lui demande s'il veut former un groupe, et celui-ci acquiesce et amène également son pote bassiste Tom Hamilton. La sauce prend très rapidement. Steven fait appel à son pote Joey Kramer pour jouer de la batterie, et les mecs se disent qu'ils ont un gros potentiel pour être musiciens à plein temps. Ils décident donc de déménager à Boston et s'accordent sur le nom de groupe Aerosmith, une idée de Joey Kramer qui griffonnait ce nom à loisir en y ajoutant des petites ailes, une référence directe à l'album Aerial Ballet de Harry Nilsson. Le groupe Aerosmith est ainsi né. En 1994, nous étions encore plongés dans l'ère des consoles 16 bits, avec des géants comme la Sega Mega Drive et la Super Nintendo, ainsi que des consoles portables telles que la Game Boy et la Game Gear. Fin 1994, la PlayStation 1 venait à peine de débarquer sur le marché japonais, et il faudra attendre septembre 1995 pour l'avoir débarqué chez nous. À cette époque, un jeu qui combinait des éléments en 2D, des acteurs réels et une interaction musicale avec une guitare représentait une véritable révolution, offrant une expérience totalement inédite pour les joueurs. Pour ma part, j'ai un excellent souvenir de ce jeu, et y rejouer récemment m'a procuré le même plaisir qu'à l'époque. C'est ainsi que l'on reconnaît un jeu réussi,
lorsqu'il conserve sa magie malgré le temps qui passe. There was this particular game, Quest for Fame, that drew my attention. I think it was 1999 when it was already 5 years old. Yeah, and I loved that, and I put my whole time in it back in the day, and it was so cool. Yeah, I think in 2009 I recorded all the videos from Quest for Fame and Born to Rock for YouTube. The channel is still up. Here and there, some people leave comments, and I always like that and reply to them. And yeah, it's so cool. Well, it started with Quest for Fame. I had this game catalog thing that came once a month with PC games. And I remember that I put a cross on that to buy that. And I did a couple of weeks later. And yeah, I had it for my 486. So it was exactly fitting for the machine I had back then. And yeah, I tried to install it. I needed help from my father because it didn't work. It was hard stuff to get it running. And yeah, it came to me kind of. I crashed several repicks and learned how to fix them. But it was fun to master it, and I did. And yeah, I loved the ending. But it cost me at least one VPIC. Yeah, and that led me to buy the game, I think, 4 times, because I already, a month later, I already needed a new VPIC because I crashed the first one. And then I bought four games just to have 4 VPICs. But then I kind of realized how to fix them. Yeah, and it worked. Le jeu est à la fois simple à prendre en main et remarquablement efficace dans sa narration. Bien que la maîtrise de l'anglais soit essentielle, étant donné que c'était la seule langue disponible sans sous-titres, comme évoqué plus tôt, les acteurs étaient filmés sur fond vert avant d'être ajoutés dans les décors du jeu. I thought it was fantastic. I was amazed and to be part of the early days of green screen, because green screen was not common. And when they told us what was going to happen, it was all theory. Nobody had seen it before, you know. And I think, you know, and I ended up seeing a couple little snippets here and there, but I wish I could get a copy of the game. I don't know how to get it. I guess I could Google or something. Et c'est la société Palomar Pictures qui a été chargée de ces séquences vidéo, avec un certain Gore Verbinski comme consultant créatif. Gore Verbinski qui allait par la suite se faire un nom en tant que réalisateur de renommée mondiale avec des œuvres telles que le remake de The Ring et la série de films Pirates des Caraïbes. Jack Sparrow, he talked about the Black Pearl. Make a deal with him, he could lead us to it. You forget your place. We signed up with a production company in Los Angeles called Palomar Pictures. A young director that was working for them named Gore Verbinski. He was just directing commercials at the time, but he was very young and he was very up and coming. And so he came to Cambridge, and we went out for coffee and talked about what we wanted to do and how the game might work. He signed on to direct. You should really get Gore, because I remember being on a phone call with Gore. He seemed like a very nice guy. He seemed very enthusiastic. He clearly was very talented and had a love for like CGI, green screen, which of course we would all see in Pirates of the Caribbean and all that. So, you know, that was the thing. It was a magical time or interesting time of confluence of techniques for production. Gore was he was doing a lot of filming and digital effects work, and so we figured out sort of with him and with our technical team how we wanted to do it. And I should say one other thing, that Gore Verbinski, his career was ascending so quickly that partway through he became too valuable as somebody shooting commercials. Right? He wasn't making movies yet; he was making commercials, but people were offering so much money. And our project was a little experimental project, right? The studio Palomar, you know, nobody knew if this was going to go anywhere, and so he was taken off, and a wonderful producer of director of rock videos named Howard Wuffenden, he took over. He'd been producing, and he was wonderful. He just he was critical to our success because he had a great vision, but he was also a producer. And then he hired other producers to work with him. So he really understood
what it was going to take to get things done. And he and I are friends to this day, and he is a musician. He's a singer. He's got a great band in Los Angeles now. He kind of became our director and sort of really made it all happen. Pour être totalement transparent avec vous, Quest for Fame n'est pas sans défaut. Le jeu peut parfois se révéler répétitif et expose aujourd'hui certaines limites technologiques de son époque. Cependant, en 1994, il offrait une expérience incroyablement amusante et exaltante. Se glisser dans la peau d'un guitariste, progresser virtuellement en tant que musicien et passer de la chambre d'ado à la scène principale était une aventure captivante. Quest for Fame représente une étape significative dans l'évolution des jeux musicaux. En offrant une expérience immersive et divertissante, ce jeu a marqué son époque et continue de résonner auprès de passionnés de musique et de jeux vidéo. Et tout cela, nous le devons à un homme visionnaire, Charlie Johnson. Nous sommes en 1992 à Andover, dans la région de Boston, aux États-Unis. Charlie Johnson a une idée simple. Comment utiliser les nouvelles technologies des ordinateurs pour faire de la musique, mais sans le côté scolaire et apprentissage? So we started the company in 1993, and the company was started by a man named Charlie Johnson, who had the idea. He was thinking about what we could do with computers to let people who didn't know how to play music have some of the experience of playing music. Let's see, we had worked together at a larger company called Teradyne, and we didn't really know each other at Teradyne. He sort of knew of me, but he decided he wanted to leave Teradyne and start a company to do this idea he had, right? So it was really Charlie's idea. He had been sort of playing around with, I think, a few different sort of toys, and he realized that there was this sort of interesting thing you could do for someone who didn't know how to play music, but the computer could sort of take over the part of playing the notes, and then you could make a kind of compelling experience. I had thought of this idea years before because I worked in electronics. I worked for a semiconductor company. And actually, it sort of came to me when I was in Tokyo once at like a karaoke bar. You know, created in America with Nolan Bushnell and Atari. Pong, the game that went back on the TV screen. But then it sort of died in the 80s. And then Nintendo was created, and they came out and they brought video gaming back. American culture and teenagers did not do video games in the late 80s. It was then Nintendo that, reintroduced video games into the world. And I was in Japan and seeing the Nintendo phenomena, thinking about the nature of games. There was now like a possibility that you could do this idea I had in my head, which is that you could take a rhythmic input, that there was sufficient processing speed that within an interval that, because you can't sense, if you sense latency or delay, if the sound of the guitar, the virtualized guitar, didn't come from the strum, right? If you were playing your electric guitar and it didn't sound for a second, it would befuddle you and it wouldn't sound right and would sound phony. So I realized that there was the ability in the circuits, digital processing, to take the analog input of the mechanical rhythmic input and then compute a note and then sound it within 25 milliseconds. And 25 milliseconds was a critical window because you can't hear 25 milliseconds of delay. You can hear 40 milliseconds. If you talk to drummers and they put a drum machine on more than about a 50 millisecond delay, you can hear it. It's got a lag. But then that was just the first step of getting the sound. C'est ainsi qu'il crée la société Head Inc. et recrute aussitôt Alan Miller en tant qu'ingénieur-directeur et Alex Donini pour gérer financièrement la société. Charlie Johnson décide d'inviter Alan Miller chez Alex Donini pour lui montrer son idée. Bert Snow rejoindra la société juste après en tant que lead game designer. So he brought me to Alex's house and showed me a demo. Let's see. So Charlie's demo needed a lot of work on sort of the software side, right? I mean, there was a lot of sort of software discipline that was missing. So I think I kind of immediately brought that to the picture. So I just, I think one of the reasons that Charlie wanted me to help him is that the demo wouldn't really run for more than a minute or two without crashing in some weird way. So
we sort of fixed that, and I'm a musician, so it was very compelling, right? I thought, wow, there's really something here that I haven't seen before. This is really interesting. And I think the thing that really got to me was that it wasn't trying to teach someone to play music, right? Every piece of software I had seen up to then was sort of trying to teach someone to play music. He was working with a businessman named Alex Donini, who became our first CEO. And so Charlie and Alex and I, along with a programmer and musician named Alan Miller, started Virtual Music. He knew me. I studied art, and I got involved in the 1980s. I worked for a company at MIT that was very early on in computer graphics and animation. So he knew me through friends and called me up and said, I'm thinking about really doing this. I'm a musician myself. I play keyboards. My sons all play music. We play together. I love music. To me, the joy of the whole thing was trying to create some entry point to music for people. And I took piano lessons when I was young. The funny thing is, I'm not a great keyboardist, but I play well. That I didn't take up a guitar. I wanted to be able to play guitar. Nous sommes aux prémices de l'ordinateur personnel. Une époque où le jeu vidéo sur celui-ci est encore assez balbutiement, malgré l'émergence de titres emblématiques comme Wolfenstein 3D, Doom ou SimCity. Cependant, l'engouement pour les consoles de salon domine largement le secteur du jeu vidéo. Posséder un ordinateur à cette époque demandait des connaissances techniques. Il fallait souvent bidouiller des fichiers système pour faire fonctionner un jeu correctement. Internet était encore peu répandu et l'entraide passait principalement par des amis ou des experts en informatique, renforçant la perception de l'ordinateur comme un outil complexe réservé aux initiés. Things were moving fast in the 90s. At the start of the 90s, when Alan Miller and I were working, it was so hard to implement. The platform couldn't do the things, the speed of the processors, everything was slower. Le défi technique était colossal. Les équipes de Virtual Music Entertainment inventaient quelque chose qui n'existait pas encore. Même l'utilisation de fonds verts pour filmer les acteurs était tout nouveau pour l'époque. I've lost touch with anybody in the crew since then. Which is a shame because I would have loved to be in Pirates of the Caribbean. I had dreadlocks and everything would have been perfect. Because, that was one of my first acting things. I think I had done a Tecate beer commercial, and I think that was right after that. And then I started to get a bunch of different music videos and things. And then I got my SAG card and, The styling on that game was hysterical when I see the old videos of what I had on. I was modeling and doing music videos and TV commercials. This game came out and it was such an unusual concept. And they just sent us on the casting and I booked it. And I didn't know what we were doing. I had no clue what was to come or what we were going to be doing. And I have to say, to be honest, I'm surprised. I'm half black, half white, and Jason's also a lot of people that were forward thinking enough in America to put that with rock and roll. And but I had sang in a band for a long time prior. I was in a band called the Love Dolls, which was an all-girl pop punk band, and we put out some records and toured. So I had experience singing, so I think it was a good fit. But I was just surprised that they booked two people of an ethnicity other than white to play the game. I don't want to say I felt a little gypped, but I felt like it was ahead of its time. It's kind of cool that this is getting attention now because it should, because it was. Very all of a sudden it was the craze after that. Honestly, the whole thing just felt we would show up each day. I think it took us, I don't remember how long it took us to film this, but I remember we would show up each day like a job, get into costume and get on stage and rock out and thank you, that's a wrap. Again, it was so long ago, but I think it was 1 week. And I think that maybe I had to come back for some extra shots just because I was the singer. I had to come back and do sexy things. I honestly thought I really enjoyed shooting. The people that we shot with were really kind and we were all so excited to be doing something so different. I did the shoot and then I went on tour with half of Kiss singing and touring North America. Part of me wishes I would have done more and taken it more seriously. But at the same time, I always feel music was my first calling. And
at the time, like people like Johnny Depp and Nicolas Cage, they were all musicians who went to, and they went to acting. And I was like, well, I don't want to do that. And I'm like, well, now he's playing with Joe Perry. Fuck, I wish I would have done that. Yes, of course, of course. It was fun to be doing something like that. I felt personally like a rock star. I had fun. I wouldn't change that for anything. And if I could do it again, I would. It's one of the best experiences I had. La conception du gameplay, supervisée par Bert Snow, était également inédite. Comment représenter le rythme de manière visuelle tout en intégrant une composante ludique ? Les technologies des années 90 ne permettaient pas encore de créer des graphismes 3D aussi poussés que ceux de Guitar Hero. Il fallait donc un système simple, efficace et surtout peu gourmand en ressources. You know, and then when Alan and I started working together to try to make it happen on a computer screen with video and an image, it's like it was so hard to make it all happen in real time. So I said, if we make this device, it needs to have a computer game that goes with it to give the players, you know, a reason to play, to give them the experience of playing with people and all of that. I think Bert started about the same time as me, because I remember meeting him very, very early on. And he was trying to sort of conceptualize, how would you make this a game? So Bert and I ended up talking a lot, right? I mean, actually, we worked together extremely closely for the entire lifetime of the company, because one thing I really liked about Bert is I think one sign of a great artist is an artist who works with the limitation of the media instead of trying to do something that the media can't do. And so Bert and I would have long discussions about, he'd say something like, well, can we do this? And I'd say, well, no, it's not really going to happen, right? I mean, that just can't happen. And he would get very creative about how to work within the limitations. And he would also push things, right? Because he would say, oh, well, can we do this? And I'd say, well, no one's ever done that before, but I think we probably could, so let's try it, right? So there was a lot of back and forth. And, you know, I think Bert has a pretty strong engineering side, and I think I have a pretty strong artistic side, and that's why it worked so well. So we were really a great team. Ce développement, marqué par de nombreux défis techniques et créatifs, a vu naître des concepts novateurs. Parmi ceux-ci, le système de jeu breveté par Virtual Music Entertainment, baptisé REKG, Rhythm Electrocardiogram, qui fait intervenir le joueur en rythme sur une ligne prédéfinie de pics à l'écran, rappelant visuellement un électrocardiogramme, d'où son nom. We did actually a little demo. We hired some musicians and went into a studio and shot some black and white video. Let's see, we recorded some voiceovers, and we had a little script that Bert had written. It was missing something, right? Because what would happen, the way it would work is that the musician would say, all right, now I'm going to play the solo that we're going to do. And, then they would play it. And then the player was supposed to listen to that and imitate it. It was just hard. I mean, it was even hard for a musician. And, I had heard it a million times, and I would still have trouble sort of hitting the music right. You just can't remember and play back something that long. We started just working on the idea of that there would be an instrument, that there would be some way that, we were trying to figure out how would we, you're playing this virtual instrument. How do we interact with you? How do you know what you're playing? How do you know what you're supposed to be playing? How do we show you what you're playing right and wrong? We kept going because we knew something was there, but we had to figure out some way to make it so that there was something to play along with. I forget exactly how the conversation went, but I remember saying, well, this is something that you kind of need something like an EKG, right? Where it shows you what the beat is, and then you can see it and follow along with it. So we went back and mocked that up, and it worked great, right? And so we called that the Rhythm EKG. And we came up with this idea for this interface that we called the Rhythm EKG. And we patented that, actually, along with some other things. So Charlie had worked on doing a patent and had run into all sorts of difficulty with the examiner because there's a lot of prior art in music that computers augment. But the Rhythm EKG was something pretty new, right? There wasn't anything like that. And so we did a second patent. Just that visual display, the Rhythm EKG, that was the best we could do
in real time. You had to do it in real. Everything has to happen in real time. Anyway, so the Rhythm EKG kind of changed everything, right? Like everyone immediately thought that really made a huge difference, because now, first of all, it was a little bit more like a video game. And second of all, you really could follow along and you could get better. Mais comment y jouer? Les premières versions de test du jeu se jouaient à l'aide d'un clavier d'ordinateur. And at that point, he had a prototype that worked from a keyboard about making something that would be some kind of a virtual guitar. So this was maybe 92. And the first time I implemented this, I did it on a MIDI keyboard. It was sequenced. I sequenced it into the keyboard. So you would tap da 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 da, and it didn't matter where you hit the keyboard. Didn't matter what key, because what I used was MIDI. I took a MIDI input. I developed this. I had a keyboard and I had a Mac computer, and so I fed MIDI into my keyboard. I wrote a program that caught the MIDI and then turned it into the notes I wanted. The MIDI keyboard is silent, right? It's just key presses, sending signals. When the signal comes in, I would turn it into the note of the song. So you had to create the rhythm. So it was very rhythmic song, right? Dun 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 dun. And it's like very hard to play on the guitar. I just thought, what a neat thing to create this sensation of playing this great song. And then it just started exploding in my mind about like ways to, that you could, just have the feeling of playing a song. And Bert's a very fine guitar player. Anyway, that's the genesis of the idea. And I did that like in 91, 92, while still this electronics company. And I would show people, and they're like, that's really cool. Mais cette façon de jouer manquait d'immersion. Comment retranscrire cette sensation musicale tout en jouant? Comment fonctionne la musique? C'est alors que l'idée de concevoir une guitare dédiée à ce concept est envisagée, la Virtual Guitar. Cet accessoire se branche à l'ordinateur via le port COM ou le port imprimante grâce à un adaptateur fourni. Plus de 10 ans avant Guitar Hero, la première guitare dédiée à un jeu venait de voir le jour. Cette guitare, designée par Alan Ball, Tim Conahan et Thomas Swift, dotée de fausses cordes en nylon et d'armédiator, plongeait véritablement le joueur dans l'univers du jeu. Il fallait frapper frénétiquement les cordes en suivant les rythmes, offrant une expérience immersive. Chaque corde était gérée indépendamment au niveau sonore, bien que cela n'ait aucun impact sur le jeu. The virtual guitar, so here it is. And actually, this one you will see. I just pulled this out. I've got like 3 or 4 of them. It's got strings, sort of. They don't really do anything string-like. They're just to give you a list from. And it also had controls that would let you sort of control some aspects of the game, including volume. So it's kind of like an early sort of trackpad sort of thing. And it was designed with an industrial design. It's beautiful. That was one of the challenges. La guitare permettait également de naviguer dans le jeu grâce à des boutons DJ et une sorte de souris circulaire, tout en offrant la possibilité de changer de son de guitare, du clair à la distorsion, en un clin d'œil. It even had the capability to steer the mouse, because it was serial port and the mouses back then had serial port. This is a kind of a cursor pad, and you could, while standing in front of the desk and the computer, you could steer the mouse with the guitar, and it was so good. I remember the Music Playground people sold me new strings because I crashed mine. I wasn't too easy on it, but I had a fun time with that one. So one thing about the guitar, so the guitar was actually designed with separate inputs for all the strings. And we thought that we were going to have to do that to make the game interesting, so that you would have to actually pick different patterns. In the end, we didn't use it that way, right? We used it as basically a single bit input. If you picked any string, it would have like a little time window, right? So it would use the onset of the first string that you picked as when the event happened, and then it would ignore events for some period of time after that. It's funny, right? Because if you look at the later games like, I don't know, Dance Revolution or just about any music game, they're all doing what we were thinking about doing originally, which is they increase the difficulty of the game by having, multiple inputs that you have to match. And so we just never got around to that.
which is too bad because that was one of the things that really increased the cost of the guitar, was having the multiple input. Conçu avec amour et passion, cet accessoire était un défi technologique majeur en 1993, et il a posé les bases des futures expériences musicales interactives comme Guitar Hero. Le développement du jeu s'est poursuivi durant les années 93 et 94, avec pour objectif une sortie avant Noël 1994, afin d'inonder les magasins de cet accessoire révolutionnaire. Un petit contretemps a bien failli ruiner la sortie du jeu, et c'est un peu la faute de Microsoft. Alan Miller et Bert Snow se souviennent très bien de cette anecdote très drôle aujourd'hui, mais beaucoup moins à l'époque. So we produced it in, we did all the post-production, got all the digital files shipped back to Boston. We had, we were just working incredibly hard trying to get the game done. That meant sort of getting everything programmed and tested and working out how it was supposed to work. I remember we ran into a problem that we just couldn't get around with how Microsoft Windows, syncing some data probably from the parallel port. We couldn't get Microsoft to deal with it. So Alan Miller, our sort of lead engineer, just called them and said, "Hi, I'm getting on a plane tomorrow, and I'm coming out to Microsoft, and I'm going to be sitting on your doorstep. I'll sit there as long as I need to sit there." And actually, so I don't know, has anyone told you the Microsoft story? That was me. So what happened is we were getting closer and closer to the release, and there was this one bug that we couldn't figure out, right? And it would everything would be working fine, and then we'd get like a blue screen. Sometimes it wasn't a blue screen, sometimes it was a trace back, or and there wasn't anything you could do, right? It wasn't like a panic button on the guitar, right? Because something was going haywire in the fundamental engine. And so, at the time, so my sort of second in command was Vernon, who is quite a character, or was. Actually, he's passed away now, which was pretty sad. But so Vernon and I were talking about it and looking at it, and we tried just about everything you could do to debug, and we were looking at online forums. And so finally I said, you know what, we're going to have to get some help from Microsoft, because I don't think this is us. I think there's something going on that we don't know about, or that isn't documented, or, it just feels like one of those situations. And so I tried to get in touch with product managers or something. Oh, and then finally, I think I found a magazine article that had the name of someone was like the program manager or the product manager for video for Windows. So I just called up the main Microsoft number and asked to talk to him. And he answered the phone, so like none of this ever happens, right? And I talked to him. I said, I explained to him what was going on. And I said, I think I need to work with one of your engineers. And of course, he's very protective of his engineering staff. And he said, well, we won't be able to do that. And, you'll have to, and, he told me all these things that I already done, right? Which is like sign up for some Microsoft program and try to get it escalated through. So I said, well, how about if I come out there and bring you the stuff and show you? And he said, he didn't say yes, but he didn't say no. So I said, okay, that sounds good. And then I didn't give him any more details. And then I, booked a trip and took the computers and all the stuff that I thought I might need to debug out there. And then I showed up. I had kind of given him a date or something. I showed up and I said, oh, I'm here to see, and I forget what his name was, right? So I can imagine he's like, oh my God, this guy is crazy. So he came out and he said, well, I can't really, do much for you. I said, well, here, just let me show you what we're doing, right? And I showed him a little demo. And I think that's really what got me in the door, right? Because we were doing something that no one had ever done before. And I think once he saw how we were using his product, then the management side kind of got pushed down and the engineering side took over, right? He was fascinated and he said, oh, okay, yeah, I mean, that's really exciting. And so let me introduce you to like one guy that was working there, right? And so we went in and the guy was like shocked at what we had done. And he couldn't believe the quality of our video, because we had worked with a production company in LA, and we had recorded the video with, like a high-end camera, and it was recorded uncompressed on what was called a D1,
which was like, that was the only thing that had enough bandwidth to do uncompressed digital video at that time. You know, we had the uncompressed originals, and we had sort of, you know, he just couldn't believe that the sort of stability of the video and stuff, because everything he had seen before was recorded off of like consumer grade cameras. And so, so he was fascinated by it. And then, so the first thing he does is he goes in and he like fiddles with some settings or something. And all of a sudden, a whole bunch of debugging information comes out of Video for Windows, right? And I should have known, right, that would be the case. But, you know, none of this is documented anywhere, right? So he's sort of watching what's going on. And we finally figured out pretty quickly, actually, that what had happened is we had to, I forget the details, but I think, so most of the music stuff had to run at interrupt level to be fast enough to you know, respond to the user's input and generate the sound. And we had to do something, we had to trigger something in Video for Windows while it was at that interrupt level. And the context wasn't right. We were calling a procedure in Video for Windows that wasn't meant to be called at that level. And so that's what the problem was, is that, you know, some of the registers weren't set up and it was crashing in the middle of Video for Windows. And so he said, oh, yeah, you can see the context isn't right here. And I said, oh, of course. And then I sort of showed him what we were doing. And then he said, well, yeah, there's this thing you have to do. And none of this was documented, right? No one had ever tried to do any of this stuff before. So, so we kind of put in a quick patch and then everything worked, right? So we'd actually fixed the problem in like 10 minutes. As soon as he turned on his debugging and he saw what was going on, and I could see it too, right? Then it was like, you know, we couldn't have done it if both of us hadn't have been there, because he never would have known why this thing was not in context. And it was immediately obvious to me, but I never would have known that was a requirement, right? So he was really good. And I think I took them all out to lunch. And so, yeah, it was great to have a contact inside, right? That was a friendly contact. So that helped us later on too, just being able to kind of, you know, check in with them. Aerosmith a été fortement impliqué dans le projet, contribuant à une ambiance de développement incroyable. Aerosmith are from Boston. We were in Boston. I actually grew up in a state north of Boston, the state of Maine, but I grew up as a huge Aerosmith fan as a teenager in the 1970s. So, you know, in my garage bands, we used to play Aerosmith songs. Not the hard ones. Through Sony and other contacts, we got in touch with Aerosmith's management, and they thought it was a cool idea, and they came and they saw a demo. And at that time, they were interested in doing sort of forward-looking experimental things. So they signed on to do our first game, and that sort of instantly changed everything, right? We started writing and working on this game, and I was drawing on my own experience playing rock music. We were just planning on inventing all the characters ourselves. We also, one of the things we decided immediately was that 3D models and animation were not good enough for Aerosmith, right? That we were not going to be making 3D models of Joe Perry because they weren't going to look good enough. Is that computers at that time could not really do full screen digital video. No. From our perspective, even if they could, we didn't want to do that. You know, a computer game needs to respond to what you do, right? And so we came up with this idea of that we would have still backgrounds and that they would be painted, and so we had, and then that we would have lots of small windows of digital video that we would programmatically place against the background. And so then we would have, we could have multiple things that could respond to what the player did. We shot everything green, but it's more like how a real game works today. You know, here's, you know, there'd be a shot of your band from the side. So it's like you're on the stage looking over at your band on one side of the screen. There'd be a shot of the crowd on another side of the screen. And so your band would be playing, but the crowd, we could have loaded in memory loops of the band, right? So there's one crowd loop where they love you, there's one crowd loop where they're bored, and there's one crowd loop where they're yelling, they're booing you, right? Les dernières prises de vue ont eu lieu en juin 1994, un souvenir mémorable pour l'équipe de Virtual Music. You know, we were here in Boston, and you know, Aerosmith is a Boston-based. Those guys all lived around here, and
anyway, we met them early on, and they were enthusiastic because there had never been anything like this. Yeah. And so, I think they absolutely believed, and we believed, this would be Guitar Hero. This would be worldwide phenomena. So we went to Belgium and we shot all the scenes with Aerosmith, which was a lot of fun. Well, it was very challenging, and I was about 35, and I was well past being just a fan of Aerosmith, right? I was a designer and a director of this game, and I had a lot of responsibility, and so it was fun. But I was working very hard, and it was great to meet them all and to work with them. They, we had very much designed it to include all of the band. It wasn't just about Steven Tyler and Joe Perry. Yeah. So that was really fun. It was, they're musicians, not actors. Steven Tyler is an actor in a sense, but none of the others are. They're musicians. But I thought they did a really good job, because you have to think they were on green screen stages, and we were telling them, okay, now you're saying this line responding to the player has just done this. They've just played something badly, and you're saying this line. There's a great scene where you walk into the bar where Aerosmith just happens to be hanging out. So they did a great job. I do remember one time Steven Tyler getting right up in my face because he felt like, we were giving him a line that we should have been giving to Joe Perry. I can't remember. He had a nickname for me. It was but it was something like Mr. Professor, right? Because I was the computer game designer who was also a technical director. And in 1993, that's not somebody. I mean, I really, in some ways, I wasn't that person, but to him, I certainly was. We got everything shot. It was challenging. We got that all shot, and we brought it all back to Los Angeles. We went back into the post-production studios and got everything composited. I do remember when we were writing the script before we shot, we finished the script in April and we shot with Aerosmith in June, late June. So they and their management did have to read their script. They did have some input on what they wanted, but in general, they liked what we did, and it worked very well. Nous sommes en novembre 1994, 3 jeux sont lancés. Welcome to West Feedback, vendu en bundle avec la Virtual Guitar. Welcome to West Feedback Second Set, une extension ajoutant d'autres chansons. Et bien évidemment, le fameux Quest for Fame. Le pack comprenant la guitare et Welcome to West Feedback coûtait environ $100 à l'époque, tandis que Quest for Fame et Welcome to West Feedback Second Set étaient respectivement vendus $47 et $20. Okay, so the idea was that when you bought the guitar, you got Welcome to West Feedback with it. And then we were going to sell Welcome to West Feedback 2 separately. And then Quest for Fame was sort of the premium. So those were all available in the store at the same time. So the whole thing about Welcome to West Feedback 2 was to show that, you can take the same platform and put different music into it easily. And then the whole thing about Quest for Fame was to demonstrate that, it could also be sort of a star vehicle, right? Yeah. It could be a brand-driven vehicle that would add value to the brand, right? Because you could know the music and then have sort of this secondary revenue stream, right? That was in addition to the music. So that was kind of the, business side of things, that if we had been able to make it really succeed, that's what we would have continued to try and do. We worked incredibly hard. We got the game done. We were aiming to have it in the stores for Christmas. And so we also were working to get the virtual guitars built. And we made the decision, and our CEO made the decision to build a lot of guitars so that we could sell it for a price that made for which a profit would be possible. Mais malgré des étalages bien garnis pour Noël 1994, le succès commercial est mitigé, avec des ventes en deçà des prévisions. Selon Bert Snow, le jeu est arrivé trop tard sur le marché pour capter l'enthousiasme des fêtes. So we did all of those things. We were not able to find a big
game distributor to take us on. So we basically worked with a network of sort of the sub-distributors that got everything out to the stores. Here's what you would see in the store, right? It's Christmas of 1994. And if you were going to buy a computer game, and nearly as many people were buying computer games, they would be expecting a box like this, right? That comes in a box like this. And the only things that came in big boxes like this were things like, there was like some kind of a hockey table game. And so they all were up on the top shelf, right? That's where they went in the stores that you went to get a computer game. So what happened was, and we did some advertising, but it was late, right? We finished and it went into the stores in early November for Christmas. So it really was too late. We should have had it done in July, right, to market it properly, but we were shooting in June. So there was absolutely no way that was going to happen. It's amazing that we got it done at all. You could argue today that we should have just waited another year, but we didn't have that money. So what happened was we didn't sell that many of them. Not that many people went and pulled this off the top box. We were selling it to people who had Windows 486 PCs. There was no PlayStation. PlayStation wasn't around yet. The Nintendo was a whole other thing. People were buying their Windows multimedia PCs that had a CD-ROM drive, and their PCs would come with like the game Myst. You get the game Myst with your PC. People were sort of playing Myst, but they weren't going out and buying that many games. We were so ahead of our time that it was a small group of people that went and got it, even though the reviewers, thought it was amazing. So what happened was, in retail, you send things to the store, and if they don't sell, they send them back to you, and they want their money back. Malgré tout, le jeu a reçu de très bonnes critiques dans la presse spécialisée, ce qui constitue une demi-victoire. So we got rave reviews. I remember a review in the New York Times that was very positive. We got good reviews, some good reviews in the PC Gamer magazines. PC Gamer itself existed. I think it might have. I remember getting some bad reviews. We were reviewed by essentially a dedicated PC game player who was unhappy with all the things that we were doing that weren't like a standard computer game of the time, right? They're like, well, I'm playing this game that's more like this. I remember feeling like you're comparing us to something that you're comparing, as they say, apples to oranges. We're not trying to be like other computer games. We're doing this new thing, and we're trying to create an experience where we want to make it like, more like being a musician. And it isn't that the game was perfect. It had plenty of faults. De nouvelles idées voient le jour, notamment le système Jam Pack, prévu pour le printemps 1995. L'idée était assez folle pour l'époque. Imaginez, vous insérez le CD de votre artiste préféré, et grâce au Jam Pack, les chansons se voient transformées avec le RIKJ, vous permettant de jouer avec votre virtual guitar sur votre titre favori. Oh, yeah. We did at some point. I think I don't know if we ever wrote that patent. Yeah, we wanted to try and automate, or at least semi-automate some of that. There's a patent on synchronization to audio CDs that also turned into, what's the name of it? Shazam? If you look at the early versions of Shazam, I think they were doing it sort of the way we did. It doesn't scale well enough. So now like if you ask Google what song this is, it doesn't work that way. There's a different mechanism. Yeah. But the early ones used kind of the same idea that we did, the sort of cross correlation with known snippets of music. So, yeah, I guess we were early on a lot of fronts. Toutefois, le Jam Pack restera au stade du prototype et les nombreuses virtual guitars invendues ont précipité le départ du PDG de l'époque, Alex Donini. And this happened, and that cost our CEO, Alex Donini, his job. So we had investors, and the board of investors fired Alex. They basically, their complaint was that we built so many virtual guitars. We spent all our money building a lot of virtual guitars to get the price down, and therefore we didn't have money to continue. If we hadn't done that, we might have had more money left. But, since we then needed more investment, our board of investors
could say, well, we'll put in more investment, but we've got to get a new CEO. But I think the Achilles heel, one of the things that really kind of killed the company was the guitar was too expensive. À partir de ce moment, Bradley Naples prend la relève en tant que PDG. Suite au départ d'Alex Donini, l'avenir devient incertain pour le projet. C'est dans ce contexte d'incertitude que Brad Naples négocie avec IBM, géant de l'informatique, qui voulait se lancer dans le secteur des jeux vidéo sur PC. But at that point, a man named Brad Naples joined us. He had been the president of New England Digital, which was the company that invented the Synclavier. The Synclavier was the first sampling synthesizer, and it was a sampling synthesizer, and it was also a digital production workstation. Mm-hmm. And they had been sold, and so he came to work with us. And he may have originally thought he was going to quickly turn the company around, but he really joined us and bought in to the product and did a great job. And he got IBM interested. En reprenant les rênes du projet, IBM veut commercialiser à nouveau Quest for Fame en 1995. And so IBM, it's hard to imagine IBM's games division, but we knew that this was our problem, right? That people weren't. We felt like we need to put this in a box. Cette fois-ci, adieu la Virtual Guitar, encombrante et coûteuse à produire. Il faut un nouvel accessoire plus simple et peu coûteux, tout en conservant l'immersion du joueur en tant que guitariste. L'idée viendra de l'un des ingénieurs de talent de Virtual Music Entertainment, Vernon Miller. And so one of our engineers, a brilliant engineer named Vernon Miller, invented the guitar pick, or the V-pick. I think we all talked about it, but he figured it out and made it work. And I think he is no longer with us. He was a wonderful, wonderful guy. Somebody who had a T-shirt that said, "I live to code" on the sleeve. And he was one of those people who was a real heart and soul of our company. Malheureusement, Vernon n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais il aura révolutionné l'industrie du jeu vidéo de manière significative et permis à Virtual Music Entertainment de continuer son aventure. Bienvenue au Virtual Peak ou VPeak, mais aussi au nom Virtual Music Entertainment. E-Head Inc. ne sera plus jamais utilisé commercialement. Le principe du VPeak reste plus ou moins similaire. On branche le médiator virtuel sur le port imprimante et on le fait vibrer frénétiquement contre une raquette de tennis, une batte de baseball ou même contre sa jambe. Bien que les fonctionnalités de navigation et de changement de son depuis l'accessoire soient perdues, on peut toujours se prendre pour un guitar héros et se laisser emporter par le jeu. Okay, so this is the original VPick. This is the very first one that ever existed. All right. So this was Vernon put this together. This is actually a burglar alarm. It's a motion sensor that you put on a window. Okay. And he put this little plastic, triangle on it. And the burglar alarm is shock sensitive. And it closes and opens a switch that goes into the serial port. This was the original VPick. This was a stereolithographic version that was put together by the design firm. Yeah. So I think we only made 4 of these, and they cost $8,000 a piece at the time or something. Oh. And it was just to make sure that the design would work. So the switches are in here the same way as the final version, but it's much thicker, as you can see. This was the one you've seen before, right? The commercial. Yeah, because it was pretty expensive to make the injection molds. So I think they just used ours. I don't think IBM did it separate. L'année suivante, en 1996, une version Mac voit également le jour, mais reste très confidentielle. Malgré tout, le jeu est à nouveau plébiscité par la presse internationale, notamment par le magazine français PC Team, qui lui attribue une note de 18 sur 20. Cependant, IBM est un novice dans ce secteur et cela se ressent. La direction artistique du packaging, par exemple, suscite des critiques. En effet, il est difficile de deviner la présence d'Aerosmith, aucun logo n'étant apparent. So we invented the VPick, and IBM, bless their hearts, gave us the chunk of money that we needed, and we made the new version of Quest for Fame. It came out the following year, for Christmas again. Thankful to IBM for the money and for getting the chance. They did the very worst job of marketing the new Quest for Fame that you could imagine. They had a suite of games. We were one of a number of games that they were putting out.
and all the boxes had to be the same. Because it was all the IBM brand, you know. But this is a rock and roll game. It needs to look like a rock and roll game. You know, they had pulled 3 people from different parts of IBM that were to be our marketing team. And they were people from IBM. They didn't understand computer games. They certainly didn't sort of have an insight into how you would market a rock and roll computer game. Des tas de projets voient le jour, comme notamment les Vestix, une sorte de tapis de souris sur lequel on vient frapper avec 2 baguettes de batterie pour suivre un rythme à l'écran, à l'instar du VPIC. La sortie est prévue début 1997 et l'accessoire est également présenté à l'E3 en 1996. Un jeu conçu en étroite collaboration entre IBM, Virtual Music et le magazine Rolling Stone devait également voir le jour sous le nom de The Tour. Le jeu devait vous plonger dans la peau d'un inventeur ayant mis au point un dispositif de voyage dans le temps. En 1997, une 3e réédition du jeu Quest for Fame est commercialisée sur PC et sur Mac, cette fois-ci sous la houlette de BMG. À cette occasion, un dernier titre, une version modernisée de Welcome to West Feedback, jouable Virtual Peak cette fois-ci, est commercialisé sous le nom de Born to Rock, le jeu s'appelant Virtual Star pendant le développement. Born to Rock was just a rename of Welcome to West Feedback. We updated the software too, because we had fixed a bunch of bugs. I'm pretty sure it was all the same media and the same game files, but the software was updated. Cette réédition implique des talents prometteurs, dont un jeune Sam Hauser, futur fondateur de Rockstar Games et de la franchise GTA. Cette collaboration est pleine de promesses, comme le raconte Charlie Johnson avec une anecdote très fascinante. Sam Hauser, I don't have any. It's just I have a really funny memory. I mean, this is a funny story, but I went to London for a promotional event with the VPIC. BMG was the distributor, and Sam, that was his first job out of university. And I had lunch with him, and we spent the afternoon in his cubicle. He knew vastly more about games. He's always loved games. He grew up loving games, him and his brother. Pretty much remember him saying, Charlie, why didn't you name your company Rockstar Games? Do you know what company is named Rockstar Games? Sam Hauser's company that makes GTA. I don't know if that came into his mind then, that, you know, later when he and his brother decided to form a company, but it's great. The right name for a company. Yeah. And I think Sam really liked the game too. Un service nommé Virtual Music Online devait être lancé au milieu de l'année 97. L'objectif était de permettre l'achat du morceau de musique de votre choix, qui devenait alors instantanément jouable avec le VPIC et les Vestix. C'était tout simplement révolutionnaire pour l'époque. I mean, the idea, we were actually trying to make, so the grand and glorious concept was pretty good, right? Which was we wanted to make a medium for selling music digitally. So basically, if you think of iTunes, you know, we were about, 10 years before iTunes. Oh, yeah. That's what we wanted to do, right? We wanted to be iTunes, but we thought that the delivery vehicle had to have some entertainment value rather than just being, that was the one thing that we got wrong. I mean, it was intrinsically interesting to deliver music digitally. We didn't think that was the case. We thought there'd have to be some sort of Trojan horse to make it happen. And the other thing we got wrong is that there's no way a startup could have ever done iTunes. It was just it had to be an established company. So Apple, it made it work, and we couldn't make it work, right? So, you know, sitting there in 1993, 94, we thought that we were creating the iPhone, you know, the equivalent, right? And this was before the iPhone. This is so fascinating because it was such, you know, timing is everything in history. We were sitting there, you know, working on this. It wasn't exactly the right time. Lors d'une démonstration au CES en 1995, une rencontre très décisive a lieu avec une marque japonaise emblématique, Sony. À ce moment-là, la PlayStation s'apprête à envahir le marché japonais. Let's see, then we went to the first CES show that we went to in Las Vegas, the Consumer Electronics Show. And we had a little booth. The software was just sort of barely working. Remember, we had to put a panic button on the guitar because the sound synthesis would, for some reason we never knew, it would go open loop and it would just start making these, you know, screaming sounds. Yeah. And so the panic button would shut down all of the inputs to the sound synthesis and then restart it.
there was some bug in the software, right? And like the whole thing would stop working and it would freeze up. We didn't know what it was, right? And so we just rehearsed a demo that we thought we could get through and keep it going for 5 minutes. And I had an ironclad rule, right, for everyone there: do not deviate in the slightest from this demo, right? You should be like a MIDI controller. And so on the way over in the taxi, Charlie said, "Oh, I know what's wrong." I said, "Charlie, it's a little late for that, isn't it? I mean, how do I know that?" He said, "Yeah, no, there's a string that isn't getting freed correctly or something, right? Something like that." And I said, "Well, I don't think we should make any changes this close to showtime." And Charlie was like, "Yeah, but I know this is it. I said, "Okay, all right, tell you what, I'll make a deal with you. When we get to the show floor, you show me what the code is. Let's make a copy of everything so that we can revert it easily. And then we'll make the change and see if it works better." And sure enough, he was right. I mean, we made that change and the thing never crashed once during the whole show. So, I mean, that hardly ever happens. It was a good lesson for me too, right? Because I mean, if we were at IBM, you never would be making changes to the code on the show floor, right? But, you have to be a little adaptable. So. Séduit par le concept de Quest for Fame, Sony voit un potentiel énorme dans une adaptation du jeu sur sa console. Tout comme pour la version PC d'IBM, la solution du Virtual Peak est retenue. So Quest for Fame sold, but not great. And I think that might have been the end of the company, except one of the CES, Computer Electronics trade shows that we went to in Las Vegas. Sony saw what we were doing, and they came up to us and they said, "We think what you're doing would be very successful in Japan for this new device we're coming out with called the PlayStation." So they were just coming out with the PlayStation. And so we said yes, and we got to work and we made a port for the PlayStation, and it was very successful in Japan. And so that really saved the company. Développer Quest for Fame sur PlayStation représente un véritable défi technique pour l'équipe, comme l'explique Alan Miller. The PS1, oh my God, I think I might have told you this, that the PS1 couldn't support motion. So the way it was implemented was motion JPEG, which, I mean, it works, but wow, I mean, that doesn't leave much room for the data. Le jeu est finalement lancé au Japon en juillet 97 et malgré les difficultés techniques, il rencontre un certain succès. Ce succès encourage Sony à commander un second jeu, Stolen Song. They asked us to make another game with a Japanese rock star, Tomoyasu Hotei. Amazing guitar player, just, great, really great. And so I and my team then got to go and spend a lot of time in Tokyo shooting a game with him. I don't know the sales figures, but that one was probably just as much of a hit as Quest for Fame in Japan. We went all over Tokyo and shot photography of all the scenes that we wanted to have in the game. It was interesting. I wrote it working with a Japanese writer. Well, he was actually American, but he'd grown up in Japan. Yeah. So Mark Hammond is his name. Hotei wanted it to feel like an American game. And so our style was sort of more of an American style. A lot of fun to do. En mai 98, Stolen Song voit le jour. Cette fois-ci, Aerosmith cède sa place à une star du rock japonais, Tomoyasu Hotei. Bien que son nom soit peu connu à l'international, sa musique, notamment Battle Without Honor or Humanity, est reconnaissable, surtout pour son apparition dans le film Kill Bill Volume 1. Oh, Hotei got famous after working with us too. I guess we were good at making people famous. So Hotei, his ticket to fame was that he met Quentin Tarantino and used his song on Kill Bill. Avec une histoire et des décors entièrement nouveaux, Stolen Song bénéficie d'un budget confortable, permettant une amélioration notable de la qualité des vidéos et des environnements. Une attention qui manquait au portage de Quest for Fame. Pourtant, malgré ce nouveau succès au Japon, Virtual Music Entertainment reste dans un silence prolongé. Les projets annoncés comme les Vestix et le Virtual Music Online ont disparu du site web et ne verront jamais le jour sans vraiment d'explication. Nous sommes en 1999. Les jeux musicaux envahissent les salles d'arcade japonaises et les consoles de salon. Virtual Music Entertainment se trouve à un tournant décisif. Les finances sont en baisse et l'avenir de l'entreprise est plus qu'incertain.
Namco et Konami dominent le secteur du jeu musical avec des titres phares comme Guitar Freaks, Beatmania, Dance Dance Revolution et bien d'autres. Ce type de divertissement est alors à son apogée. Ces mêmes entreprises commencent à être freinées dans leur évolution par des brevets technologiques qu'elles ne peuvent contourner. Des brevets détenus par Virtual Music Entertainment. Et croyez-moi, cette entreprise en possède un nombre considérable. Ces brevets constituent peut-être l'atout le plus puissant de Virtual Music Entertainment à ce moment-là. During this time, we had a variety of patents, and we were working on getting our patents in Japan. And that happened. And when that happened, Konami and Namco both called us up and said, we want to license your patents. And Konami was also working on rhythm games, right? But they were doing, and you're familiar, their interface and their approach was more vertical, very different, right? And it wasn't really, it was beat, it wasn't guitar, but it was still rhythm games. When we got those phone calls, Brad Naples, our president, said to Namco and Konami, "We are not licensing our patents. One of you two are buying the company." Because we had venture investors who were very impatient. It's now 1998, 1999. We started in 1993, 94, 95. We'd never made it big. Our investors didn't think we were ever going to succeed. Some of our key people had left the company, right? They didn't believe that it was going to happen. So Brad negotiated this, and in the end, Namco acquired the company April or the spring of 2000. And, it was $16 million, something like that. I did not become wealthy because we had so much investment. The percentage of the company that I owned was small, but I did get a little something. My children got to go to college, and I got to, give some money to my parents and stuff like that. So Namco bought us. Ce fut un véritable coup de poker. Et ça tombe bien, la société était au plus bas financièrement. Au bout du compte, au pied du mur, Virtual Music Entertainment avait réussi là où beaucoup de startups de l'époque avaient échoué. I remember after Guitar Hero came out, this was 2005, 2006. A writer from the Boston Globe called me and he said, I want to write an article about Quest for Fame and virtual music because you really invented this and you must be very bitter. And I said, no, you need to understand that our company was acquired in April of 2000, which was the exact time when all of the dot-com boom startups were going bust and failing. So it was a moment when all of these startups were failing, but not us, right? We got acquired and we succeeded. And we never felt like we failed. We were just ahead of our time. Grâce à cette acquisition, Namco peut désormais exploiter la technologie brevetée par Virtual Music Entertainment ainsi que leurs propriétés intellectuelles, à commencer par Quest for Fame, qui aura droit en 2000 à sa propre bande d'arcade. Cette version inclut pour la première fois un nouvel instrument, la batterie, bien qu'elle soit limitée à l'utilisation d'un seul tome. Cette bande d'arcade est visuellement magnifique, et l'interface du jeu a été repensée pour s'adapter au format arcade. La narration est mise de côté pour se concentrer sur des séquences de difficulté croissantes. Aujourd'hui, cette bande d'arcade est tout bonnement introuvable. J'ai contacté Namco à plusieurs reprises pour essayer d'en savoir plus, mais sans succès. Namco made a Quest for Fame arcade game. There's one somewhere in the United States. There is one because I know they shipped one to the members of Aerosmith, and so maybe does Joey Kramer or Brad Whitford or Hamilton have a copy of it in a basement somewhere? Cependant, j'ai eu la chance d'entrer en contact avec Vix du site Vix Amusement, un collectionneur arcade vivant aux États-Unis et souhaitant rester anonyme. L'interview a été réalisée de manière originale pour respecter ce souhait. Hello, I am Vix. I am from Metro Detroit, Michigan, and formerly from Flint, Michigan. So, Aerosmith's Quest for Fame, to make a long story short, me and my friend would go to all the arcades locally to play, the local games. There was one location we'd go to that had deluxe games, and they were just known for their deluxe games. So we go in there and play, all those cool games. One day we went in there to go play some of the games, and every single machine was unplugged and had signs on them. My friend went up and spoke with the people running the place, and they were like, hey, what's going on? And we found out that the guy was basically
retiring, and he was going to be pulling the games out of the location. We bought up some games, and I did ask about Aerosmith's Quest for Fame, and he said that is not for sale. He wants to sell it to Aerosmith, and also play it still. So after a little bit of time, about a couple months to a year, I was buying from him a lot, and just bring up my collection of games. Most of my games that I got are from this guy. It got to a point where I was buying a Redemption game, and he was like, hey, you remember that Aerosmith's Quest for Fame that you're interested in? I'm like, yes. And he was like, well, I'm interested in selling it to you. Let's bundle up. You're already buying a Redemption game. Let's keep bundling with this. So I'm like, cool, that's fine with me. And we ended up bundling Blast It with Aerosmith's Quest for Fame for about, I think, $300 to $350, which is about the pricing that I was paying from games from him. So when I got Aerosmith's Quest for Fame, it was in bad condition. As we're unloading it, the machine's kind of tilting, and I'm like, what's going on with that? And he told me, like, well, the wheels are fine, but like the cabinet is not secured to that base, so you have to be careful when moving it. And the machine was in just bad condition. We ended up reinforcing the wood with one of my coworkers, just kind of like reinforced it, made it look a little bit better. So there was duct tape around the rim of the drum, and there was also some duct tape holding the strap to the guitar. So where it would go into the hole, it just would be duct tape just there jammed in, make sure it's in its place. But at the time that I had it, it was running condition but bad shape. My first time ever playing the game was around the time that I was recording those videos for Aerosmith's Quest for Fame that I uploaded onto YouTube. I had limited time playing it with my friends, and so when I did these videos, this was my first time playing it. And to be honest, I think I had some reaction in the video, but most of it was just kind of like, this is just very underwhelming. The guitar sounds and the drum sounds were not very good. I expect it to be more like Guitar Freaks or Guitar Hero in like the sense of like kind of the quality of the sounds of the songs, and they just didn't live up to that. And especially with the poor quality of the cabinet, it didn't make for a very good game. It made for a decent game, but C'est la dernière trace existante de cette borne d'arcade. Malheureusement, il est impossible de jouer à ce jeu via un émulateur, non pas à cause de limitations techniques, mais parce que la carte mère principale a été perdue avec le temps, rendant impossible la préservation du jeu. Mais c'est alors que récemment, nous avons toutefois pu accéder à de nouvelles photos haute résolution de cette machine, qui est dans un état de conservation remarquable. Et cette machine n'est autre que celle de Steven Tyler, le chanteur emblématique d'Aerosmith. Je vous laisse admirer ces magnifiques photos fournies par le vendeur Don Bennett, un spécialiste de la revente d'instruments de musique rares ayant appartenu à des célébrités. Hey, Don here from Don Bennett's Drum Vault, and I'm standing here today with a really cool acquisition. I'm standing here with Steven Tyler. Steven Tyler is the lead singer in Aerosmith. I'm standing here with his Aerosmith Quest for Fame arcade game. This goes back to the 1990s. This game actually lived at Steven Tyler's home in Massachusetts. It lived there until a tree fell on the house and destroyed the room where the game was, and the game had to go. So in this game, the object is to learn how to play some Aerosmith songs. And you have to get good enough, or you work up from being in your garage band until actually becoming a member of Aerosmith. Cette borne a été mise en vente par Steven Tyler lui-même, avec 3 autres bornes de jeu. Signée à 2 endroits différents, elle est probablement l'unique exemplaire le mieux conservé à ce jour. First and foremost, you gotta check out Steven Tyler's signature. He signed this Rip It Up Steven Tyler. Bon. Par contre, pour acquérir cette pièce rare, il vous faudra débourser la coquette somme de 35 000 €, sans compter les frais de transport. Dommage, il y avait de la place dans mon salon. Dans le prolongement du rachat par Namco, l'entité Virtual Music Entertainment est dissoute et rebaptisée Music Playground Inc. We formed a company called Music Playground with and for Namco, where what we were aiming to do was to make something that was more educational and less of a game, where you were playing music with. It was multi-track rhythm EKGs. There was
drums as well as guitar. L'entreprise se lance alors dans des phases de bêta-test pour leur prochain titre, On Stage. Christian, un joueur allemand, a eu la chance de participer à cette phase. I think as a teenager, when I played the game and got deeper into it, I found that they had a website, virtualmusic.com, and opened that up, still on a modem. I think I remember I used the contact form, just wrote to them if they are still there, because I think that was the year 2000 or 2001. And I think a week later, I can't remember who it was, but somebody from Virtual Music answered me and said, this website, virtualmusic.com, will be offline soon because they're rebranding to Virtual Music Incorporated. And he told me that there's a new software coming based on what I know, and that there is a beta test. And then things came to each other, so to speak. And I was part of the fourth beta group of this Music Playground software. And they sent me all that stuff, the VPICs, the USB versions, the prototypes, later the V-Sticks and the software. Yeah, I think it was half a year, the beta test. It was pretty buggy in the beginning, but that's what the test is for. And I had so much fun. And yeah, it's like same as for Fame and all the other games with the EKG and the spikes. It looked more modern. It was Windows 98 at minimum, and they had a big catalog of music, right, with variety. I remember, I think I played Sweet Home Alabama and other Lynyrd Skynyrd songs, but the catalog was very big, and you had to download the song, and the EKG lines for the VPIC came with it. Yeah, you could play then, and there was a video showed. So it's not much like a game than the games before they did, but it was kind of a browser. When you click the song and it started and you just played. And people could, I think, 2-player mode. So one could play V-Sticks and the other one play VPIC. The bad thing was the virtual guitar behind me. I wrote them and they said, no, it's just too old to still be supported for the Music Playground software. I think the software was like online until 2002 or 3 when they get bought out by Bandai Namco. It went off the market kind of, website down, and yeah, never heard a word again, but it was a great time. Le jeu, qui sera le premier et le dernier de l'entreprise, sort en 2001 avec le retour du Virtual Peak, cette fois en version USB, ainsi que l'apparition des V-Sticks, accessoires permettant de jouer de la batterie avec 2 baguettes et un tapis spécial branché en USB. Hélas, le gameplay narratif qui faisait la qualité des jeux de Virtual Music Entertainment a entièrement disparu, ne laissant place qu'à la partie rythmique avec le REKG et, à la manière d'un karaoké, les paroles défilent au fil du morceau avec un petit clip vidéo. But we took the game element out of it, which I think in retrospect was a mistake. And I argued this with our CEO. You know, I was, of course, the game designer, so I was in favor of more game. He felt like huge production costs to make games. And we hadn't proven, I mean, we'd proven that it worked in Japan. We hadn't proven that it worked in America. Une extension sortira également peu de temps après dédiée aux Beatles. Malheureusement, cette version est à ce jour introuvable, donc j'aurai pas d'image à vous montrer. Le jeu restera ultra confidentiel et signera la fin de Music Playground Inc. en 2003. Unfortunately, Music Playground didn't really take off, and so I stopped working. We sort of finished that in 2003. So in 2003, we closed down and we all kind of went our separate ways. Bert Snow et son équipe tirent leur révérence, clap de fin pour cette aventure assez folle qui aura duré une dizaine d'années. Quest for Fame se révèle être une œuvre marquante dans l'évolution des jeux vidéo musicaux. Le jeu a innové en combinant des éléments de jeux d'aventure et de musique avec l'invention de la première guitare pour PC, la Virtual Guitar. Bien que cet accessoire ait été critiqué pour son encombrement et son coût, l'idée de rendre la musique interactive a constitué une avancée significative dans le domaine du divertissement numérique. L'implication d'Aerosmith a également été un facteur déterminant dans le succès du jeu.
En intégrant un groupe de rock aussi emblématique dans son gameplay et son marketing, Quest for Fame a attiré l'attention d'une vaste audience et a contribué à populariser le concept de jeux musicaux associés à des artistes célèbres. Cette collaboration a non seulement renforcé l'attrait du jeu, mais aussi établi un précédent pour les futurs projets de jeux musicaux, où l'intégration d'artistes renommés est devenue un élément clé pour attirer les joueurs et les fans de musique. L'héritage de Quest for Fame est ainsi perceptible dans l'impact qu'il a eu sur l'évolution des jeux musicaux avec accessoires. Des succès ultérieurs comme Guitar Hero, Rock Band ont été influencés par ces premières expériences, démontrant comment Quest for Fame a contribué à l'émergence d'un genre où la musique et le jeu vidéo se rencontrent de manière immersive. Ainsi, bien que Quest for Fame ne soit peut-être pas aussi largement reconnu que certains de ses successeurs, son influence sur le monde du jeu vidéo musical est indéniable. Il a pavé la voie à une nouvelle manière d'expérimenter la musique à travers les jeux vidéo, et son impact perdure dans l'industrie du jeu aujourd'hui. Les jeux vidéo musicaux offrent une manière ludique et immersive d'apprendre la musique. Les joueurs peuvent découvrir des concepts fondamentaux de la musique tels que le rythme, la coordination et l'oreille musicale, tout en s'amusant. Ces jeux stimulent la mémoire musculaire, la précision et la synchronisation, des compétences essentielles pour les musiciens. En liant la théorie musicale à une expérience interactive, ils permettent aux débutants d'appréhender plus facilement les bases et aux musiciens plus expérimentés d'affiner leurs compétences, tout en développant une sensibilité accrue aux nuances des mélodies et des rythmes. Avant de conclure ce documentaire, j'aimerais laisser la parole à nos invités, à quelques-uns de nos invités, sur le lien qui pourrait exister entre la musique et le jeu vidéo, et l'héritage qu'ont pu laisser des jeux comme Guitar Hero, Rock Band, mais encore Quest for Fame. Là, il y a ce côté en fait directement gratifiant et qui fait la force de ces jeux-là, et je peux pas du tout leur en vouloir, au contraire, c'est vachement bien. C'est, t'as une guitare dans les mains et tu vas jouer pendant 20 minutes sur un truc. Alors tu vas peut-être jouer mal, mais tu vas quand même passer 20 minutes sur ton instrument à jouer un truc et à prendre du plaisir à découvrir un truc. Pour moi, en fait, je vois pas en quoi ça peut être négatif. Parce que comme tu dis, de toute manière, ça va te faire t'intéresser à la culture, tu vois, à la musique, à cet aspect-là. Moi, j'ai plein de potes qui se sont achetés des petites guitares après avoir découvert Guitar Hero. À l'époque, des potes qui n'étaient pas musiciens, contrairement à moi, ils s'y sont mis. Alors, je pense qu'ils ont tous arrêté au bout d'un an ou deux, tu vois. Mais ça leur avait donné l'impulsion d'y aller. Oui, et puis tu peux découvrir des morceaux, parce que je me rappelle dans Guitar Hero, t'avais quand même des trucs, du récent, tout ça, donc les gamins, ils ont ça, ils découvrent des vieux trucs. Évidemment, c'est extraordinaire de pouvoir apprendre la musique de façon ludique, en fait, tout simplement. Et on peut partager avec d'autres. Non, c'est clair, c'est clair. Pour moi, la meilleure technique que j'ai fait, pour moi, en tout cas pour moi, c'était vraiment d'apprendre la guitare en écoutant de la musique, en essayant de reproduire, parce que j'ai pas pris de cours, j'ai été modèle. Mais effectivement, maintenant quelqu'un qui connaît pas du tout la musique, qui veut s'y mettre, s'il y a des jeux qui sont vachement simplifiés, qui peuvent les aider à apprendre la musique, carrément quoi. C'est-à-dire la clé d'entrée dans l'univers de l'informatique, ça commence généralement par les jeux. On prend, si on suit les parcours d'Eric Chahi par exemple, ou du musicien Stéphane Pic, qui a fait Dune sur Amiga, qui a aussi fait Lost Eden par la suite. Voilà, la clé d'entrée, ça a été le jeu vidéo. Donc ils ont commencé effectivement sur des petits ordinateurs à l'époque, les ZX81, les Amstrad, les Commodore, les Atari, etc. Des ordinateurs entre guillemets domestiques. Clairement, moi je pense que ça peut donner envie. Moi je pense que ça peut développer cette envie-là. Déjà par l'accessibilité du jeu, on se dit on va découvrir et on va se dire en fait si une personne peut commencer à y penser, ça peut vraiment la motiver à franchir le pas, à se dire ok j'ai vraiment envie de faire ça pour de vrai. Je dis ça parce que j'ai une amie qui a joué à Guitar Hero et qui du coup a dit j'ai envie de tester une basse pour de vrai, voilà, vraie sensation et pas des boutons. Donc oui, moi je pense que ça peut vraiment aider dans ce cheminement-là. C'est forcément positif et il y a forcément chez certains utilisateurs ce déclic de vouloir passer à l'étape d'après qui est vraiment l'apprentissage d'un instrument musical. Forcément, c'est une évidence, c'est comme on peut se retrouver dans d'autres jeux via le foot. Voilà, les jeux de foot. J'ai forcément un raisonnement inverse, c'est-à-dire que vous avez pu en faire dans la réalité
du foot. J'aurais aimé, tu vois, j'aurais aimé vraiment pratiquer. Et bah, du coup, j'ai pu le retrouver un peu dans le jeu vidéo, en fait, dans les jeux de foot auxquels j'ai joué. Donc oui, forcément qu'il y a des liaisons avec... et on peut aussi en parler dans les karaokés. Les jeux de karaoké, il y a beaucoup de jeux de karaoké, pas beaucoup, il y en a pas mal. Et bon, dommage que sur Twitch, ça soit fini cette section, parce que vraiment, il y avait vraiment de quoi prendre plaisir et partager cette passion pour la musique, parce que c'est essentiel. Quelqu'un qui joue sur Guitar Hero, quand c'est les boutons, c'est compliqué de passer derrière à une vraie guitare, alors qu'à l'inverse, un vrai guitariste, il y a un adaptateur pour brancher une vraie guitare sur console. Et donc là, clairement, dans un sens, un musicien peut s'adapter au jeu, mais un joueur, pas forcément au monde de la création musicale. Ça peut être une porte d'entrée pour se dire je vais dans un domaine qui me plaît, j'explore. Ça peut être le début de quelque chose, mais je pense qu'on ne devient pas compositeur de musique orchestrale avec un petit jeu. Alors que personne qui après se sont intéressés à la guitare, tu vois, ou à la batterie un peu plus tard quand tu jouais. Moi, je me suis un peu intéressé, mais j'ai vite laissé tomber. Je me suis dit non, je préfère rester dans le jeu. Voilà, c'est quand tu joues au bout de 10 minutes, tu commences à être bon à la guitare. Au bout de 10 minutes, t'as appris à faire. Voilà, donc j'ai laissé tomber. Mais très vite, ça m'a pas. Voilà, mais par contre, j'ai eu quelques amis où ça les a intéressés et qui jouent maintenant après la guitare. Attention, ils sont pas. Voilà, c'est juste un petit peu, ou alors ils se sont intéressés, tu vois. Mais après, c'était quand même beaucoup dans mon entourage, beaucoup de gamers qui faisaient que pour ce jeu-là. Tu vois, après, c'est tout. C'était bon, bah oui, après la guitare, non, je laisse tomber. Ou alors ils ont essayé, comme moi. Alors, ils se sont intéressés, ils ont vu quelques cours. Ah bah non, laisse tomber, c'est pas pour moi. J'en ai un ou deux qui ont continué la guitare après, mais c'est tout. C'est parce que le truc, c'est que Guitar Hero, c'est centré à la fois sur un instrument et un genre. Donc déjà, ça te permet d'avoir un truc qui est plus restrictif. Pareil pour le jeu Aerosmith. Pareil, là, c'est sur un groupe, donc ça te permet de faire quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai un peu du mal justement avec un jeu qui voudrait en faire trop. Je pense notamment, tu vois, par exemple, Rock Band et compagnie, qui arrivaient à intégrer chant, batterie, basse, guitare. Déjà, ça faisait beaucoup. Il y avait le synthé après. Ok, ouais. Bah, tu vois, déjà, ça faisait beaucoup. Aussi, c'était compliqué à mettre en place. C'était aussi compliqué d'organiser une répète Rock Band qu'une vraie répète, quoi. Donc, c'était... c'est ça, non, c'était galère. Fallait de la thune, de la place, des potes, beaucoup. Ça peut être une piste d'entrée, parce que, justement, je pense à Nicolas, je pense... Voilà, du coup, il a commencé sur la musique et il compose des musiques orchestrales. Et maintenant, il travaille sur un logiciel dédié. Donc, voilà, si on aime, je pense qu'on est prêt à aller de l'avant et puis à un logiciel qui correspond aux attentes. Et en fait, avec musique, en 2009, j'ai fait ma première maquette de musique de film pour un court-métrage. Malheureusement, le court-métrage n'est jamais sorti, mais ça avait été validé. C'est quand même assez incroyable. Donc, non, c'est un outil qui m'a vraiment permis d'apprendre vraiment la MAO. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui vont découvrir Guitar Hero, Quest for Fame, d'autres jeux qui vont s'intéresser à la musique et qui à un moment donné vont dire moi je veux en savoir un peu plus. Ils vont commencer à s'acheter une petite guitare voilà, dans un magasin pas trop cher. Après ils vont vouloir évoluer, etc. À un moment donné ils vont être confrontés peut-être aussi au montage audio. Donc voilà, ils vont s'intéresser à la question sur PC, investir dans du matériel au fur et à mesure. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi très important parce que il y a des musiques de jeu qui nous restent en tête. Le jeu, autant va amener plein de personnes, je pense beaucoup plus de personnes qui n'auraient pas pensé à faire la musique, à faire un truc avec leur instrument, avec leurs mains, avec leur chant, leur voix et tout, alors qu'ils ne l'auraient pas fait en premier lieu et peut-être ils vont se poser la question, tiens, faire la musique. Évidemment, c'est vachement positif de faire de la musique, donc tout compte fait, j'y vois quand même une bonne chose. Après, voilà, je sais pas à quel point le jeu conscientisera le fait ouais, non, c'est pas vraiment ça le métier de musicien, mais voilà, peut-être qu'on est peut-être assez intelligent pour s'en rendre compte. I mean, the whole thing got me to playing guitar myself, but now they are on the wall and looking at me, but I don't play them.
but it helped me to get into music, so that was fun. Because I loved Aerosmith back then, and one thing came to another, and I took guitar lessons then, and yeah, I did that kind of in parallel. I played the virtual music games and had the real guitar. Yeah, so they did it good, and I loved it, and yeah, it led me to music. And when an Aerosmith song that's in the game comes on the radio, I'm immediately kind of in the game. I kind of know the solos of the songs by remembering the spikes and playing that. That's so cool. Yeah, but that's the way of it. If you're ahead of your time, nobody has really done what you're doing. So thank you, and it's fun to talk about it. I appreciate that you're telling the story. Eh bien voilà, nous sommes au bout de ce documentaire. Merci beaucoup d'être resté tout ce temps. Je sais que plus de 2 heures, c'est pas facile à digérer. Que dire encore merci, parce que ce travail a pris 1 an de ma vie à peu près. Pas en continu, hein, mais ça m'a pris 1 an à mettre en place tout ça, avec les interviews, etc. Donc c'était une première pour moi. J'espère que ça correspond à vos attentes. Moi, ça correspond aux miennes. En tout cas, je suis très content de ce que j'ai fait. Voilà, c'était le petit moment autosatisfaction. Que dire, merci énormément à tous ceux qui sont intervenus dans ce documentaire. Je pense notamment à Cyril, à Gunhead, à Robin, Florent, etc. Enfin, tous ces gens-là seront remerciés à la fin, parce que je risque d'oublier quelqu'un si je commence à nommer tout le monde. Dire qu'à la base, ça devait être une vidéo de 15 minutes pour parler de ce jeu, et un simple email à Bert Snow, le lead game designer, aura changé totalement l'aspect de ce documentaire. Et c'est grâce à lui que tout ça est arrivé en partie. Donc merci Bert, merci à Alan Miller, merci à Charlie Johnson, les ingénieurs et concepteurs du VPIC, de Quest for Fame et de tout ça. Que dire de plus? Merci à tous ceux qui ont été d'un soutien incroyable pendant toute cette année, des nouvelles rencontres que j'ai faites. Je pense notamment à Carton mon pote, je t'embrasse, t'as toujours été là, Valek, Dim, ma chérie également, ma fiancée qui a supporté un peu tout ça malgré elle et qui m'a laissé faire sans me freiner dans mon idée un peu folle. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'espère que ce documentaire vous a plu. Un autre arrive l'année prochaine. Je vais souffler un peu là, un petit peu en attendant, mais le prochain documentaire est déjà écrit. Ça sera sur le cinéma et j'espère qu'il vous plaira tout autant. Maintenant, je vous laisse avec les crédits de ce documentaire et également les crédits du jeu, avec quelques petites surprises, donc restez bien jusqu'au bout parce que vous verrez certaines choses qui n'ont pas été gardées au montage et qui sont assez rigolotes. Moi, je vous dis à bientôt, encore merci du fond du cœur, partagez cette vidéo, discutez-en autour de vous. C'est un pan du jeu vidéo très important qui a révolutionné des tas de choses et son histoire ne demande qu'à être écoutée. Merci, bisous, ciao. Well, I guess that's it from the Blimp. An amazing show with an incredible surprise from a player I'm sure we'll hear more from in the future. Right, that was the thing. And, you know, it's funny. I always would tease Bert because Bert plays bass and guitar, right? And I said, well, you guys, you had to have a drummer with you before you could do any of this, right? Because this is really just a rhythm game, right? There's no music in here. You're just playing a rhythm, right?
Because I played drums for a long time, right? Ever since I was a kid. I created this idea, and then I wanted to create a company to realize it. But Alan on the engineering side and Bert on the creative side really drove the creation of all those games. Your generation grew up. Okay, so still, you're getting. I'm giving you. I'm making you a little younger than you are, but that's all right. Thank you. But nonetheless, you grew up. Kids a little younger than you really were. My son, who was born in 1990, one grew up with computer games, two grew up with anime, three grew up with Japanese culture, including karaoke and rhythm games, right? So there was a device, there was horsepower, and there was an audience that thought the idea of playing along and doing something karaoke-like wasn't crazy. Et alors, ça peut créer je la refais. Ça peut aussi ça peut créer des on va y arriver. Et en fait, ça peut créer des là, je vais la refaire. C'est quand même formidable. I was telling my son about it, and I found it on YouTube, and I remember I put out a question, on the internet saying, has anyone heard of this game? And I got all these, men. Yeah, I remember you in the game. Yeah. Well, look, I love the fact that it encouraged you to play guitar. I mean, that makes me happy, man. It's been a long time. I can't believe it's been 30 years. Are you kidding me? If you find them, the last one, whichever number it is, 3, 4, 5, will be a videotape of a computer being thrown out the third-story window of our office. Oh, yeah. So